Vous écoutez Négatif, grand entretien avec Piero Usberti. Je suis cinéaste, jeune cinéaste. Je présente mon premier film, qui est un documentaire qui s'appelle Voyage à Gaza. Terra Incognita, nom d'origine latine signifiant terre inconnue ou encore territoire inconnu inexploré. Qu'est-ce qu'une terra incognita cinématographique ? Dans son livre Terra Incognita, une histoire de l'ignorance, Alain Corbin raconte comment des zones dont nous ne savions presque rien, dans l'Europe occidentale puis l'Occident global, et comment nos erreurs, notre ignorance, ont aussi façonné notre savoir. De nos jours, toute la Terre a été explorée, tout est filmé ou presque, mais le degré d'attention médiatique et de connaissance sur le monde est loin d'être homogène. Que savons-nous vraiment des zones où les peuples sont opprimés et où l'accès extérieur est restreint, voire impossible ? En ce sens, notre invité du jour a exploré l'une de ces terres inconnues, la bande de Gaza, un territoire où l'on ne voyage pas normalement, dans un geste qui contribuera sans doute à réduire l'ignorance sur le peuple qui l'habite et sur son histoire. Terra Incognita, un titre plus mystérieux qu'il aurait pu choisir pour son film et dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Piero Usberti. Bonjour. Merci de converser avec nous pour ce nouveau grand entretien du podcast Négatif, l'émission à l'écoute des esprits créateurs, dont vous pouvez retrouver les archives sur notre site négatif.co. Je m'appelle Thibaut Elie et aujourd'hui nous allons découvrir le travail documentaire de ce jeune réalisateur à l'occasion de la sortie de son premier long métrage intitulé Voyage à Gaza au cinéma le 6 novembre. Voyage à Gaza, donc un titre qui invite à la découverte de la bande de Gaza, ce territoire où Piero vous êtes rendu en 2018 à 25 ans et dont vous avez filmé la jeunesse. 5 ans plus tard, le 29 septembre 2023, la date est importante puisqu'antérieure d'une semaine aux attaques du Hamas du 7 octobre, vous achevez le montage de ce qui est devenu entre-temps vos propres archives, mais aussi celles de tout un peuple. Depuis, le film parcourt les festivals en tout genre, le documentaire d'auteur comme le Cinéma du Réel où il a obtenu un prix du Centre national des arts plastiques, plus classiques comme La Rochelle ou thématiques comme War on Screen, Étonnant Voyageur, Ciné-Palestine, ce qui prouve sans doute sa richesse et promet un beau succès en salle. Avant vous, nous avons reçu d'autres voyageurs créateurs qui pratiquent l'art du reportage avec la création visuelle, littéraire et artistique, que ce soit avec le reporter Quentin Muller, spécialiste de la péninsule arabique, Florent Marcy, ce cinéaste reporter qui parcourt les terrains de conflit au long cours depuis 35 ans, ou Lou Bureau, qui avait réalisé un geste similaire au vôtre en allant filmer une tranchée en Ukraine 5 ans avant que le conflit prenne une toute autre ampleur. Alors Piero Usberti, de l'actualité terrible du génocide à Gaza aux rencontres humaines faites dans votre film, nous allons explorer ensemble toutes ces dimensions dans ce nouveau grand entretien de Négatif. Avant toute chose, Piero Usberti, une première question. Quel est le mot le plus juste pour décrire ce que vous faites, le métier que vous pratiquez, l'activité que vous exercez au quotidien et dans votre film ? Cinéma. Donc cinéaste. Oui, réalisateur. En effet, je le dis aussi en rapport à votre introduction, parce que c'est vrai que moi, je pense pas, par rapport à Florent Marcy, par exemple, je suis pas, un reporter. C'est sûrement pas ça qui va être mon parcours de cinéaste. Ça en est une étape, donc c'est la première. Il y a eu un film avant aussi que j'avais fait avant de partir à Gaza, qui était un film documentaire sur une ville en Italie, mais qui ne documentait absolument rien, parce que c'était juste un film fait de sons et d'images dans la ville de l'aube à la nuit. Et qui documentait quand même cette ville Qui documentait... Non, en fait, c'est un film qui parlait de la solitude des étudiants qui vivent chacun dans leur petite maison. Mais c'est un film qui est surtout poétique et musical. Je le souligne parce qu'en effet, c'est quand même par rapport à ce film Voyage à Gaza, c'est la source de l'envie et pas que la source, vraiment aussi ce qui m'a porté tout du long de ce très long parcours, c'était vraiment l'envie de cinéma au sens pour moi plus large et profond que juste documenter quelque chose. Donc c'est-à-dire c'est un acte, c'est une recherche personnelle de forme qui, dans ce cas-là, c'était une forme qui était très clairement documentaire, mais qui se développe dans mon parcours aussi sur des projets de fiction,
courts-métrages actuellement, de fiction, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis cinéma dans le sens large, parce que... Pas vous limiter au genre du documentaire? Pas du tout, ouais. Non, j'aime... De manière générale, comme spectateur, je vais beaucoup plus voir des fictions. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Je joue aussi, je suis acteur. Oui. Donc j'aime beaucoup travailler avec les acteurs aussi. Voilà. Et même le côté, comment dire, très politique et social, donc de ce travail de Voyage à Gaza, c'est quelque chose d'inévitable et que j'ai accueilli avec bras ouverts, parce que être au monde de plus en plus, peut-être depuis toujours, enfin, c'est aussi être dans la politique et dans des problématiques de justice. Mais ça, voilà, ça peut assumer des formes très différentes au cours de la vie d'un cinéaste. Et pour revenir sur la question du reporter ou du reportage, je pense que c'est moins la question de la forme de ce qui advient du reportage, mais plus une pratique. Et être reporter, c'est avant tout... faire du reportage, c'est avant tout être témoin oculaire. Oui. Aller sur le terrain, aller voir de ses propres yeux. Oui. Et en rapporter un récit. Donc c'est en ce sens, je pense que vous êtes dans cette grande lignée de reporters, mais qui a commencé avec peut-être Hérodote et les premiers récits qui nous sont parvenus direct de personnes qui sont allées notamment ailleurs, mais ça peut aussi être documenter leur propre vie. Moi, dans le genre reportage, il y a un auteur américain qui s'appelle James Edgy, qui est un écrivain dans des années 40, qui est mort assez jeune, et qui a écrit un livre, enfin son œuvre la plus connue, c'est « Louons maintenant les grands hommes ». C'est un livre, donc c'est parti comme un reportage qui lui avait été commissionné par un journal. C'était sur la crise de 29, donc il devait aller documenter la vie de certaines familles de paysans métayers qui vivaient dans le mal à ce moment-là. Et en fait, dans ce livre, qui est un objet complètement unique, parce que la forme dans laquelle il l'a écrit, elle est incroyable, il a vraiment transcendé, je trouve, la dimension du simple reportage par un fait simple, c'est-à-dire qu'il est resté très très longtemps avec ses familles. Et en fait, dans comment il a vécu à l'intérieur de ses familles, c'était une immersion tellement totale que du coup, finalement, la manière dont il écrit, je trouve qu'elle va puiser de manière très profonde dans ses sensations à lui aussi, parce qu'il avait été immergé justement. Et donc ça casse quelque chose qui pouvait être plus, plus justement un peu technique, qui des fois peut arriver dans le reportage. En tout cas, c'est sûr que moi, dans ce travail-là, Voyage à Gaza, j'avais toujours peur de frôler avec le reportage, parce que c'est un terme qui est très galvaudé par l'utilisation médiatique qui en a été faite. C'est ça, oui. Donc j'avais notamment peur, à la télévision. Oui, voilà. Ça peut. En fait, en allant dans un territoire comme ça, avec un projet de film, on frôle même tout simplement dans le regard des gens qui nous rencontrent dans ce territoire, constamment le risque aride du reportage dans le sens le moins intéressant possible. Et donc c'était vraiment une bataille constante à l'intérieur de soi d'essayer d'aller plus en profondeur, et donc aussi à l'intérieur de soi. Enfin, pour moi, c'était ça la manière de me garder droit dans mes bottes, qui était celle de faire un film et pas que un document. C'est-à-dire qu'il y a votre subjectivité que vous travaillez notamment à travers la forme. Il y a aussi le fait d'être témoin et d'aller chercher la parole des autres. Oui. Donc c'est un double mouvement, aller chercher aussi la subjectivité et des paroles qui ne sont pas les vôtres, parce que quand vous allez là-bas, vous êtes étranger, donc vous n'avez pas le vécu, vous n'avez pas le rapport au territoire. Oui, mais j'y arrive quand même avec ma personnalité. Pour moi, c'est un thème très important, parce que c'est une des questions qui peuvent revenir beaucoup, je trouve, sur la figure du documentariste qui part ailleurs, donc. Et j'ai l'impression qu'il y a des grands principes qui se transmettent de personne à personne, mais même dans les institutions, même dans comment on nous demande de faire les notes d'intention des fois pour obtenir des financements. C'est la grande thématique de la légitimité. Est-ce qu'on a le droit d'être là avec notre voix, par exemple, avec notre regard, etc. Comme si il fallait toujours quand même avoir une certaine distance.
qui pour moi est du coup beaucoup plus journalistique, voilà, et qui n'est pas du cinéma. Et voilà, donc j'insiste sur ça parce que c'est un thème qui revient pas mal aussi dans les commentaires potentiels de gens qui voient le film, vu que voilà, il y a une voix off très présente qui est ma voix, donc ça peut poser problème. Et bon, on pourra en parler plus. Enfin, en tout cas, c'est une position que je défends beaucoup. Tout à fait. Et dans ce travail de définition de ce que vous faites, il y a aussi les notions de voyage, d'aventure, d'exploration, qui là aussi ont une tradition littéraire, mais aussi cinématographique. Est-ce que vous reconnaissez dans ces... Oui, c'est pour moi... Oui, c'est ce film, au final, enfin voilà, c'était pas forcément prévu dès le début, même si je pense qu'au fond, de manière inconsciente, oui, mais de manière justement consciente, au début, j'étais beaucoup plus moi-même dirigé par ce genre de surmoi et de principes un peu a priori de comment il faut faire pour être légitime dans un contexte comme celui-là, dans une démarche comme celle-là. Et du coup, c'est que après, c'est que en phase de montage que j'ai pu accéder au fond qui était, je pense, déjà là dès le début, c'est-à-dire une dimension vraiment de journal de voyage. Donc c'est journal de voyage, déjà ça a une dimension littéraire en effet, c'est écrit la plupart du temps. Ça peut être filmé aussi, mais ça peut être les deux. Et là c'est les deux. Est-ce que pour vous le geste du voyage et le geste du film ont été indissociables dès le début ? Oui, absolument. Je voulais partir à Gaza pour découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, et ce pays en particulier, évidemment. Mais il y avait vraiment une dimension de voyage, de découverte, aussi dans la fraîcheur et ingénuité que ça représente, qui n'était pas inconsciente. Enfin, je connaissais bien la cause palestinienne, la situation. Je m'étais re-informé aussi pas mal avant d'y partir. Mais donc il y avait aussi des raisons politiques qui m'amenaient là-bas. Mais je tenais justement à garder vivante aussi cette dimension plus simple, enfantine, de aussi avoir envie de partir, tout simplement découvrir ce pays qui, de manière générale, n'attire personne. Enfin, il y a très peu de voyageurs qui partent là-bas comme ça, de manière comme pour faire un voyage. Je parle pas de tourisme, mais oui, pourquoi pas, en fait, enfin, dans une dimension du coup spontanée, authentique, par contre. Mais oui, pour moi, c'était une dimension importante à garder parce que je voulais y arriver justement avec avec ma dimension la plus simple, sans a priori et enfantine, pour pouvoir capturer des choses qui sont celles qui m'intéressent à Gaza, mais de manière générale dans le monde. Enfin, c'est-à-dire les choses qui me touchent. Donc oui, c'était clairement un voyage et il y avait aussi justement cette envie de capturer des choses. C'était un projet de film aussi dès le début, même si ça aurait pu être décevant et donc j'aurais pu ne pas faire le film. Mais au contraire, ça a dépassé complètement. Dès le début, ça a dépassé complètement tout ce que je pouvais m'attendre. Enfin, ça a été dès le début une sorte de spirale dans laquelle je suis vraiment tombé avec une certaine joie, je dois dire. Enfin, parce que ça a été un voyage bouleversant et assez merveilleux pour moi, à cause des rencontres que j'ai fait surtout, qui ont été très fortes. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que au début il y avait peut-être une dimension un peu plus de repérage. C'est-à-dire que je pensais que peut-être c'était un premier voyage que je faisais pour peut-être y retourner ensuite en ayant plus pensé au film, etc. Donc plus structuré. Et c'est une approche qu'il y a beaucoup dans la pratique documentaire, y compris dans la manière dont on les produit. C'est-à-dire qu'on doit d'abord faire un premier repérage pour un peu cerner le projet, cerner ses intentions et ensuite y revenir sur un deuxième temps. Ouais. Oui, donc vous aviez déjà un peu ce cadre de pensée Oui, j'avais un peu ce cadre de pensée, même si je n'avais pas fait des études de ça. Mais bon, c'est assez instinctif. On se dit, bon, je sais pas, j'ai cette première envie de partir à Gaza. Après, on peut parler d'où ça vient, mais en tout cas, elle était là. Je pars à Gaza, j'ai un peu réfléchi à la question, ou beaucoup, mais en tout cas, c'est resté très peu structuré, même si j'ai beaucoup réfléchi.
Et donc, c'est clairement, oui, enfin, je vais voir qu'est-ce que je trouve déjà. Et donc, la dimension de repérage prévisionnel, elle est forcément là, dans le sens que peut-être j'aurais besoin de, après, y réfléchir et du coup structurer. Je pense que pour beaucoup de documentaires, ça peut être très positif et sain de faire ces phases-là différentes de travail. Moi, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que ce dont ma caméra était témoin pendant ces repérages. Et vous avez quand même eu le geste de prendre la caméra, pas juste prendre un carnet, pas juste prendre un enregistreur audio, pas un appareil photo, un carnet de croquis. Vous auriez pu prendre plein d'outils pour. Oui. Non, parce que je pense que ça aurait pas du tout été la même chose, dans le sens que avec une caméra dans les mains ou un appareil photo. Moi, dans ce cas-là, je voulais faire un film, donc voilà. C'était une caméra, mais je pense que c'est très différent le rapport qu'on a à la réalité. En tout cas, pour moi, c'était aussi par rapport en pensant au film que j'avais fait juste avant, qui était ce film donc, dans cette ville en Italie, à Turin. Moi, c'est une ville dans laquelle j'avais vécu 4 ans. Et au moment où j'ai décidé de commencer à faire ce film, qui m'a pris quelques mois à Turin, je parle du premier film, mon rapport à la ville, aux différents endroits, aux différents moments de la journée que je filmais, était beaucoup plus éveillé une fois que j'avais la caméra en main. Et c'est de l'ordre vraiment de l'attention, de la concentration. C'est une chose, je pense, qui se retrouve dans toutes les pratiques artistiques. Voilà, il y a l'expérience et après on essaye de la mettre dans une forme. Et en fait, quand on est dans la situation de cette forme-là, avec les moyens dans les mains, qui, dans le cas du cinéma, c'est une caméra, il y a quelque chose de très beau. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on fait de l'art. Cet état d'âme dans lequel on est quand on a la caméra en main ou le crayon en main, en effet, je sais pas, on est dans un état un peu second. Il y a quelque chose de différent qui s'ouvre. C'est une grande ouverture. Donc, pour moi, c'était évident que même si c'était une phase de repérage, il fallait partir avec une caméra. Mais voilà, ensuite, la caméra donc, qui m'accompagnait dans ce premier voyage repérage, elle était très souvent avec moi, quasiment tout le temps. Et donc, elle me guidait quelque part dans ce que je voulais, dans ce qui l'attirait, dans ce qui m'attirait. Et il y avait tellement de choses qui se passaient dès le premier soir que je suis arrivé que voilà, ça s'est vite clarifié dans ma tête que ça allait être la matière du film, quoi. Ouais. Vous avez commencé à tourner dès que vous êtes arrivé. Ouais. Comment vous êtes entré d'ailleurs Donc moi, je suis rentré à Gaza parce que donc il y avait mon père qui était prof à l'université de Sienne en Italie, qui avait construit un échange universitaire avec 2 universités de Gaza. C'était une grosse chose qu'il avait mis en place, qui était la première en Italie, le premier échange en Italie avec Gaza. Je crois que encore maintenant c'est le seul qu'il y a en Italie avec Gaza, qui est toujours actif d'ailleurs. Et donc pour faire ça, c'était un peu pionnier comme truc qu'il a fait. Donc il avait mis beaucoup de temps et enfin il a rencontré une femme qui s'appelle Mary Calvelli. C'est une Italienne, une force de la nature incroyable, qui connaît très bien la Palestine parce qu'elle a passé 32 ans là-bas. Et donc qui connaît aussi comment tous les aspects bureaucratiques. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la coopération internationale et qui elle a un peu les clés de tout. Donc il a rencontré cette personne et moi j'ai rencontré cette personne à travers lui. Donc c'est vraiment Mary qui, quand je lui ai dit écoute, voilà, je commence à avoir cette envie de partir à Gaza, elle était très contente parce que une des missions qu'elle s'était mise dans sa vie elle travaille dans la coopération internationale, mais sa vie c'est la Palestine, quoi. Donc une des choses qu'elle a mis en place, c'est un centre d'échange culturel italo-palestinien à Gaza, et qui fait beaucoup de choses très concrètes aussi pour plusieurs secteurs de la société à Gaza. Mais une des choses qu'elle fait, c'est aussi de faire rentrer des gens, donc notamment des Italiens, à Gaza pour X et une raison. Et elle avait déjà fait rentrer beaucoup de cinéastes, etc. Donc c'était parfait. Enfin voilà, c'était la clé pour rentrer, et donc c'est elle qui m'a vraiment aidé pour toutes les démarches administratives qui étaient non seulement compliquées, mais quasiment impossibles à. J'aurais pas su à qui demander comment on fait pour rentrer à Gaza. C'est juste beaucoup
de temps après. Est-ce qu'on peut pas juste prendre un avion non, ou un train on peut pas juste ou prendre un bus non. Et passer la frontière? Ouais. Et en fait, c'est que beaucoup d'années après, pendant que j'étais dans le montage, une fois j'étais sur Internet, je cherchais des choses et j'ai trouvé un site Internet, c'est trop bien, enfin un blog où il y avait quelqu'un qui avait expliqué dans tous les détails comment on fait pour aller à Gaza. Et c'était une sorte de guide touristique de Gaza que j'ai trouvé, qui m'a beaucoup touché parce que ça parlait de plein d'endroits que j'avais connus et que je trouvais très précieuse dans cette démarche justement d'essayer de rendre Gaza de rendre Gaza un lieu potentiellement où les gens vont en voyage. Donc et là où c'est important politiquement, toutes ces choses-là, ce que fait Meir et ce que j'ai essayé de faire ce blog, c'est que c'est des choses qui contre l'existence de ce mur, de cette prison objective qui est autour de Gaza. Donc voilà, oui, concrètement, oui, il fallait... Moi, je suis passé par Eretz, donc c'est le checkpoint israélien qui est dans le nord de Gaza, parce qu'il y a 2 checkpoints pour rentrer à Gaza, 2 portes, quoi. Celui dans le nord, donc Eretz, et celui dans le sud, Rafah. Pour entrer par Rafah, il faut passer par l'Égypte, et en venant de l'Italie, Meir m'a dit que c'était beaucoup plus compliqué de passer par l'Égypte. Enfin, c'était plus difficile d'avoir des autorisations pour moi de passer par là-bas. Et du coup, moi, je suis passé, voilà, mais surtout parce que par Rafah, en fait, c'était pas, enfin, la situation, comment dire, bureaucratique et légale autour de ça, elle était encore plus compliquée et presque pas officielle. Donc, justement, les Palestiniens de Gaza, qui, eux, passent quasiment toujours par Rafah, parce que ils n'ont pas le droit de passer par Eretz, eux, ils se retrouvent très souvent à attendre énormément avant de sortir, ou une fois qu'ils rentrent, par exemple, je sais pas, des gens qui sont à l'extérieur, qui vivent, je sais pas, en Italie et qui vont revoir leur famille à Gaza et qui passent par Rafah, ils peuvent se retrouver coincés 1 an à attendre, parce qu'il y a pas de règles, en fait, dans la porte de Rafah. Dans la porte d'Eretz, il y a des règles, mais par contre, elles sont réservées quasiment exclusivement aux étrangers. Donc, moi, j'en faisais partie. Donc je suis passé par ce checkpoint terrible, colossal, qui est une sorte de... Oui, vraiment, c'est la porte d'une prison, quoi, c'est très clairement ça. Ou bien ça fait penser à un élevage intensif ou un abattoir, enfin c'est... Voilà, l'imaginaire dans lequel on te fait rentrer, c'est ça. Et c'est pas du tout ça que tu rencontres une fois que tu rentres, une fois que tu as passé tout ce tunnel extrêmement désagréable et effrayant. Ce que tu trouves après, au contraire, c'est une ville. C'est pas que une ville, d'ailleurs, il y a beaucoup de villes dans Gaza, même si c'est une petite bande de terre. C'est un endroit où il y a tout. Enfin, il y avait tout, en tout cas, il y avait une vie extrêmement développée et dès le début extrêmement surprenante, quoi, par rapport à l'imaginaire qu'on pouvait en avoir. Pour un peu cadrer justement ce voyage, quelle a été la chronologie de votre, ou plutôt de vos différents séjours et tournages sur place? Combien de temps vous êtes resté pour... je crois qu'il y a eu deux séjours. Oui, je suis parti une première fois. Je suis arrivé le 15 mars 2018. Je suis resté 1 mois parce que l'autorisation que j'avais eue, qui était une autorisation coordonnée entre Israël, Hamas, donc le gouvernement à Gaza, et le Fatah, donc l'autorité nationale palestinienne, qui est la seule... qui est internationalement reconnu. Donc l'autorisation du Hamas, qui était le gouvernement quand même officiel de Gaza, ne suffisait pas pour rentrer. Enfin, donc ça c'est spécial déjà, ça comme porte d'entrée. C'est comme si pour venir en France, au lieu d'avoir un visa français ou un permis d'entrée français, je devais demander le permis à l'Italie et à l'Allemagne, par exemple. Voilà. Et donc voilà, il fallait ces 3 trucs. Et bon, cette coordination, elle avait une date de péremption. Moi, j'avais 1 mois pour rester, donc je suis resté 1 mois. Ensuite, j'ai dû sortir. Et ensuite, j'ai fait une nouvelle demande et je suis retourné, je crois, en juillet 2018, et je suis resté 2 mois. Donc en tout, je suis resté plus ou moins de 3 mois. Et quel était votre degré de connaissance de Gaza avant d'y rentrer? Mon degré de connaissance était... Est-ce que vous aviez lu des livres? Est-ce que... C'était... Ouais, le premier... Moi, je me souviens très bien, la première fois où j'ai commencé à comprendre l'existence de Gaza, j'étais adolescent et c'était la guerre de 2014. Je me souviens, on était en vacances en Provence avec ma famille et mon père, il allait tous les jours, tous les matins dans un village paumé dans lequel il avait vu qu'il y avait le Manifesto, c'est un journal de gauche italien qu'il lit tous les matins,
et surtout qui couvrait de manière sincère et honnête et surtout fidèle tout ce qui se passait à Gaza pendant cet été-là de guerre. Et donc voilà, ça c'est la première. Et du coup, on lisait les articles de ce qui se passait à Gaza tous les jours. À ce moment-là, en plus, il y avait un journaliste à Gaza, un Italien, qui vivait là-bas, c'était un jeune journaliste qui s'appelait Vittorio Arrigoni, qui est à Gaza connu par tout le monde. C'est quelqu'un qui a été très très aimé. Ensuite, il a été assassiné. Et donc à cette époque-là, lui aussi, il documentait au jour le jour tout ce qui se passait. Donc ça, c'est ma première image de Gaza, comme je pense pour beaucoup de gens. C'est les reportages de ces moments monstrueux et cauchemardesques. Donc moi j'avais une image là de Gaza que je découvrais à travers ces récits, qui étaient, j'imaginais les tunnels, la prison, les bombes partout. Et ça c'était la première information qui a construit mon imaginaire sur Gaza. Donc noir, très très noir, comme la Syrie, comme l'imaginaire de tous ces endroits qu'on connaît très peu et dont on entend beaucoup parler à travers que les horreurs qui ont lieu là-bas. Et ensuite j'avais une connaissance de Gaza, qui a continué de se construire, mais de manière, diffuse, en général, sur la question palestinienne. Donc, pas des choses très spécifiques sur Gaza, mais sur quelle était l'histoire de la Palestine depuis la colonisation israélienne. Et avant aussi, parce que je me souviens justement, quand j'étais au lycée, j'avais un prof qui avait fait une super expo photo dans le lycée, qui parlait du temps de la cohabitation pacifique entre juifs et musulmans et chrétiens en Palestine avant l'arrivée du projet sioniste. Voilà, c'était des choses sur la Palestine en général. Et après, avant de partir à Gaza, en effet, je me suis plus documenté spécifiquement sur Gaza. Donc j'avais lu en particulier un livre qui s'appelle en italien Ultima Fermata Gaza. C'est un livre de Ilan Pappé et Noam Chomsky ensemble. Et ça veut dire dernière station, dernier arrêt, comme d'un bus ou d'un train, Gaza. Et dans laquelle il reparcourait justement toutes les guerres qui avaient eu lieu, enfin guerres entre guillemets, parce que c'est pas des guerres, c'est des attaques, quand on dit des guerres, justement. Et une des choses qui mettait en question, c'était le fait qu'on parle de guerre, et alors que guerre, c'est deux armées qui s'affrontent à égalité. Il souligne l'asymétrie de... Une asymétrie totale, oui. Et voilà, donc qui reparcourait donc tous ces moments d'attaque intense sur Gaza depuis le blocus. Enfin, donc voilà, j'avais un cadre assez clair, mais quand même incomplet, qui s'est beaucoup complété à Gaza en fait, avec mes amis, notamment Mohanad, qui est un des personnages du film et qui était un de mes amis. Avant le début du film ? Non, pour le coup. Et justement, comment est-ce que vous avez rencontré parce que pour en dire un peu sur la forme du film, vous racontez assez peu comment vous rencontrez les personnes. Ouais. Vous avez un choix de forme dont on parlera un peu plus tard, qui n'est pas vraiment centré sur ces rencontres de prime abord ou sur votre... Par exemple, on ne voit pas comment vous entrez à Gaza, ça c'est des choses que vous ne racontez pas dans ce film, je pense, pour des raisons précises. Mais justement, comment est-ce que vous avez... parce que vous dressez le portrait d'une génération à travers plusieurs histoires individuelles, notamment dans la deuxième partie. Comment est-ce que vous avez rencontré ces personnes qui vous guident et qui participent aussi aux entretiens ? Ouais. Alors, Mohanad, donc, c'était un gars à l'époque de 27 ans. Lui, je l'avais rencontré parce que c'était un très bon ami de Sharif. Et Sharif, c'était un étudiant de Gaza qui était arrivé à Sienne. Il est arrivé quand moi, je commençais à avoir en tête ce projet. Et donc, il est arrivé vraiment assez tôt. C'est le premier qui est arrivé. Et donc, avec lui, en effet, ça avait déjà participé de ma formation historique sur Gaza. Parce qu'en effet, c'est quelqu'un qui avait... beaucoup étudié, comme énormément de gens à Gaza, donc il y avait beaucoup de choses à me raconter. Donc lui m'avait raconté, en effet, j'ai oublié là de le dire, mais il m'avait raconté beaucoup de choses, et il m'a parlé aussi de ses amis qui étaient là-bas. Quand je suis arrivé à Gaza, donc la première personne que j'ai rencontrée, c'est Sarah, qui est dans le film. Elle était là parce qu'elle était là pour m'accueillir dans le centre d'échange culturel italo-palestinien, parce qu'elle travaillait là, entre autres, comme bénévole,
Et donc elle avait été avertie par Mary, l'italienne, que j'arrivais et que... Vous aviez un point de chute Voilà, oui, j'avais un point de chute, oui. Et j'avais envie de... Elle savait que j'avais ce vague projet de film avec l'idée de rencontrer des jeunes de mon âge, etc. Donc elle était là. Elle était là le premier soir quand je suis arrivé. Et à travers Sarah, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont dans le film, notamment Jumana, qui était sa meilleure amie. Mais par contre, Mohanad, c'était justement donc un ami de Sharif qui donc est venu. Il a fait lui le contact entre nous. Et la première fois que je l'ai rencontré, il est arrivé directement avec Mohamed, qui est l'autre personnage du film. À l'époque, ils venaient de se rencontrer, ils étaient inséparables, quoi. Ils étaient tout le temps ensemble. Donc c'est un peu comme deux filons qui se sont ouverts, celui de Sarah, celui de Mohanad, et qui en fait se regroupaient assez facilement dans le sens que il y a 2 millions de personnes à Gaza, mais c'est quand même très très petit. Et tout le monde a quasiment passé que toute sa vie là. Donc les gens en général ont énormément de connaissances, et parce que c'est aussi très... Voilà, c'est pas Paris, quoi. Enfin, dans la manière dont on vit le quotidien, enfin, c'est très social, ce qui est aussi une dimension que j'ai beaucoup aimée. Et donc voilà, enfin, il y avait... Oui, des formes de sociabilité qui sont pas celles des villes européennes modernes. Oui, c'est pas boulot, métro, dodo, quoi. Pas du tout. C'est beaucoup plus riche, j'ai trouvé. Enfin, et justement, ces différents groupes d'amis, en fait, finalement, ils étaient toujours un peu ensemble dans des lieux de rencontre qui étaient notamment ce café Al-Baka qu'on voit dans le film. Et voilà, donc finalement, à la fin, c'était comme un grand groupe d'amis qui grandissait, parce que quelque part, je pense que ce projet de film que j'avais parlait aussi beaucoup aux jeunes. Le fait que ce soit axé sur les jeunes, le fait que moi je sois jeune et que justement qu'il n'y avait pas que le projet du film, mais il y avait aussi moi, tout simplement, qui était là, et il y avait une grande envie aussi de leur part moi j'avais une grande envie de les rencontrer parce que j'avais fait toute la démarche pour y aller, mais il y avait aussi une grande envie de me rencontrer ou de rencontrer d'autres gens aussi parce que vous avez fait cette démarche, oui. Justement oui, justement, oui. Et je savais que c'était compliqué et que c'était aussi un geste pour vous déjà d'être là. Ouais. Et je pense que ce qui les touchait, enfin je sais parce qu'il me le disait, enfin c'était... Moi j'avais 25 ans, je pense que j'en faisais 17 en plus, enfin donc c'était vraiment aussi le côté très très jeune, parce qu'ils mais puis de manière générale, enfin l'envie de rencontrer des gens était pas que sur moi, enfin c'était quand même un peu des fenêtres sur le monde qui s'ouvraient pour eux, alors que justement ils étaient en prison. À quoi ressemblaient vos journées lors du premier ou du deuxième séjour là-bas ? Alors, le premier, c'était vraiment pas structuré du tout. C'était très très à l'aventure, donc voilà, j'avais juste ce projet de rencontrer des jeunes et puis de voir un peu ce qui se passait, quoi. Et j'avais la caméra qui me suivait partout. Vous étiez dans une démarche de tout filmer, de le premier séjour, c'était vraiment une démarche très très... Caméra stylo, enfin un peu caméra ce genre stylo qui prend énormément de choses. J'avais, dès le début, comme la rencontre avec Sarah était très forte et que on s'est vraiment entendu, quoi. Enfin, donc on est devenus un peu inséparables pendant toute cette période. Et donc c'est sûr que elle, je la suivais beaucoup soit je la suivais dans les choses qu'elle faisait, donc j'allais au travail avec elle, enfin je suis allé chez elle, etc. Soit ensemble, je lui disais tu pourrais m'amener quelque part, et donc voilà. Et puis elle aussi, elle était très à l'initiative de ça, et pas que elle, aussi les autres. Enfin souvent il y avait l'initiative de viens, je t'amène dans cet endroit-là, faut que tu le vois. Et pour moi tout était matière, enfin pas tout, hein, enfin des fois j'en avais marre, j'éteignais parce que ça m'intéressait pas du tout ce qui se passait, mais c'était quand même très souvent pour moi riche ce qui se passait, donc voilà, c'était un peu débridé et chaotique, j'avoue, ce premier, mais tant mieux parce que après j'avoue j'en avais très peur, hein. Enfin il y avait des moments, ça, si tu me demandes comment ça se passait mes journées, il y avait aussi des grands moments de crise, de la nuit en particulier, je me disais oula, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je fais là, et parce que il y avait aussi un côté débordant, enfin submergent de
stimulation, c'était quand même un monde, d'une part, surprenamment très proche de moi, mais d'autre part aussi très différent et appréhendé, comme tout monde différent d'une autre. Enfin, même la France par rapport à l'Italie, ça peut être déjà un monde à appréhender pour certains Italiens. Donc Gaza, c'était oui. Et puis la dimension de brutalité et absurdité dans laquelle il vivait, ça c'était quelque chose qui était parfois terrassant, quoi. Enfin, donc il y avait des fois où j'étais vraiment juste à bout, quoi, de voir les conditions de vie auxquelles ils étaient obligés. Mais voilà, donc en tout cas la journée type, c'était je sortais le matin, je rejoignais Sarah, on prenait un taxi, soit elle allait au travail, soit c'était une journée où elle devait pas travailler. Alors dans ce cas-là, on allait, je sais pas, dans l'endroit des fraises par exemple qu'on voit dans le film. Après, je sais pas, l'après-midi, je rejoignais Mohanad au café Al-Baka. On parlait de plein de choses. Le soir, j'allais chez lui parce qu'il m'invitait souvent à manger chez lui. Et là, quand je continuais à filmer, parce que lui, il invitait souvent des amis. Donc voilà. Et c'était un peu du matin à la nuit. Donc ça, c'était pour le passer premier, le plus de pour temps le premier possible séjour. avec eux, quoi. Ça, c'était le premier séjour, et le deuxième, c'était. Est-ce que vous avez regardé vos rushs entre le séjour 1 et le séjour 2? Je me souviens que à ce moment-là, quand j'étais hébergé dans le centre italien là, et à un moment, il y avait un autre cinéaste aussi qui était hébergé là, mais qui avait plus d'expérience que moi et qui était un peu plus organisé. Et du coup, je me souviens que lui, il faisait ça. Il regardait les rushs tous les soirs. Et moi, déjà, j'avoue, j'y avais pas pensé vraiment. J'avais pas vraiment pensé à l'opportunité de voir les rushs le soir. C'est aussi que le soir, souvent, j'étais encore en train de filmer, donc c'était un peu, c'était un peu boulimique, quoi, ma manière de filmer. Mais en plus, tout simplement, moi, j'avais une caméra DV, donc c'est une caméra avec des cassettes. Donc c'est pas une carte qu'on peut mettre dans un ordi. Il faut vraiment faire tout un passage avec un câble exprès de la caméra à l'ordinateur. À chaque fois, ça prend le temps même de la cassette, de la transférer, donc 1 heure. Et surtout, j'avais pas ce câble. Je l'avais oublié. Donc voilà. Donc premier séjour, non, je voyais jamais rien. Je pense que ça participait du fait d'être un peu, des fois, submergé par ce qui se passait. Mais vraiment être que dans l'expérience de filmer. Mais j'étais du coup que dans l'expérience. Et donc je pense qu'il y avait quelque chose de quelque part non contrôlé et qui, je pense, ajoutait aussi à l'immersion et à l'intensité des émotions que je vivais. Et donc maintenant, col senno di poi, on dit en italien, a posteriori, disons, je me dis tant mieux. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était pas facile à vivre. Voilà, ça me demandait, pour moi, beaucoup de courage tous les matins de le refaire, ce courage, de dire non, ça a un sens ce que je suis en train de faire, vas-y, continue, quoi. Et j'étais vraiment très seul dans ça, parce que autant ces nouveaux amis, eux, ils aimaient ce projet, etc. Mais c'est vrai que, je pense que je dégageais difficilement de la crédibilité ou de la professionnalité, parce que j'étais très jeune, j'avais une caméra hyper vieille, donc tout le dispositif, je pense que c'était un peu ridicule, mais bon, peut-être que ça m'a facilité aussi des rencontres quelque part. Et le deuxième tournage... Et entre les deux, vous avez regardé Entre les deux, oui, là j'ai commencé à regarder. Vous aviez le câble, vous avez pu faire le transfert. Là j'ai commencé à regarder, et c'était très chaotique. J'étais très déçu d'une part de à quel point j'avais mal filmé, dans le sens que la caméra elle bougeait de partout. Et en même temps, je voyais aussi plein de choses qui me plaisaient beaucoup. Et du coup, tout simplement, j'ai décidé que la deuxième fois, j'y allais avec un pied. Et que finalement, j'ai très peu utilisé. Et surtout, comme il y avait eu une chose qui avait changé énormément, en fait, entre les deux tournages. C'est-à-dire que moi, 15 jours après mon arrivée, il y a eu le début des marches du retour. Donc ce mouvement contestataire de manifestations qui ont commencé 15 jours après mon arrivée et qui ont continué ensuite pendant 1 an, tous les vendredis. Donc moi j'avais vécu 15 jours à l'intérieur de ça, les derniers 15 jours de mon séjour, et ça avait complètement chamboulé leur vie, parce que c'était un moment
de grands débats entre tous de est-ce qu'il faut les faire, est-ce que c'est fou d'aller se faire tuer comme ça devant la frontière, parce que de l'autre côté, les snipers israéliens, même si les gens étaient non armés, ils n'hésitaient pas à les tuer ou à les mutiler. Et donc, il y avait beaucoup de débats, il y avait aussi beaucoup d'effervescence, parce que c'est un moment qui a... En fait, ça a créé beaucoup d'espoir à ce moment-là. Enfin, parce que c'était très, très participé. Et j'ai l'impression, moi, que les Palestiniens, dans tout ce que j'ai appris sur la lutte palestinienne, ils ont quand même... Enfin, c'est quand même, pour moi, l'essence profonde de la résistance palestinienne, elle est non violente. Tout au cours de l'histoire, il y a une créativité dans les luttes non violentes palestiniennes incroyable. Et là, par exemple, c'était des manifestations qui étaient parties d'un post Facebook de Ahmed Abou Artema, qui était un homme que j'ai rencontré, qui n'était pas du tout politisé, enfin, il n'était pas spécialement dans un parti, et qui avait écrit un poème dans lequel il disait, mais pourquoi, enfin, de manière poétique, en gros, il disait, et pourquoi pas aller le long de la frontière et la passer, ce qui est impossible, donc pour ça, c'était poétique, et tout simplement se retrouver tous là-bas, dans nos terres originaires. Mais voilà, donc c'était un appel très non-violent, on l'appelait le Gandhi de Gaza à l'époque, mais qui avait eu une énorme prise sur les gens, enfin, sur toutes les classes sociales, c'était très très participé, et c'était aussi très... tous les partis politiques avaient adhéré à ça. Donc il n'y avait pas de reprise particulièrement de la part du Hamas, comme au contraire on a beaucoup dit dans les médias. Oui, il y avait... Le Hamas était d'accord, mais du coup, voilà, ça aussi, ça a souligné, le Hamas était complètement d'accord avec cette tentative complètement non violente, mais en plus, c'était géré de manière collégiale avec les autres instances sociales et politiques. Il n'y avait pas du coup qu'une récupération politique, c'était très spontané en fait. Un peu comme les Gilets jaunes quelque part, enfin, c'était vraiment très comme spontané. Comme les printemps arabes, voilà, oui. 7 ans avant. Exactement. Donc, quand je suis rentré, Gaza, c'était encore en plein... Enfin, c'était en plein début de ça. Et donc, pour mon deuxième voyage, j'ai essayé du coup, structurer un peu plus, et j'ai pensé à faire des entretiens avec les gens qui partaient manifester, qui n'étaient pas forcément mes amis. Enfin, eux, ils y allaient un peu, mais c'était pas ceux qui y allaient le plus. Et l'idée que j'ai eue, c'était de le faire, du coup, en essayant de faire participer beaucoup mes amis au tournage. Parce que j'en avais envie, tout simplement, comme expérience. Enfin, je percevais que ça allait être plus joyeux, du coup, que moi tout seul. Et plus intéressant aussi. Aussi parce que, justement, les entretiens pouvaient avoir, du coup, lieu en arabe. Parce que, voilà, moi, je pouvais en parler avant avec... c'est une question intéressante, c'est ça, sur la langue. Est-ce que vous parlez pas arabe ? Non. Du coup, sur votre premier séjour, vous parliez essentiellement anglais avec ceux qui parlaient anglais. Comment est-ce que vous fonctionniez sur la question de la langue ? C'est ça, je parlais que anglais, quoi. Un anglais italien, quoi, hyper mauvais, mais qui du coup marchait très bien parce qu'on a un peu le même accent avec eux, donc on se comprenait très bien. Et puis moi, je sais pas, j'ai pas appris l'arabe, mais j'ai appris pas mal de mots. Mais en tout cas, j'aimais bien. C'est assez bizarre, c'était la première fois où ça m'est arrivé. Mais il y avait des très longs moments dans lesquels, par exemple, on était assis tous, en groupe au café. Eux, ils parlaient tous entre eux arabe. Ils rigolaient, il se passait plein de trucs. Moi, je comprenais rien. Et en fait, j'adorais. Oui, et je filmais. Et c'était une position que j'ai adorée. C'était très beau d'être cette caméra qui ne comprend rien, mais qui peut du coup que se concentrer sur tout ce qui est vraiment cinématographique, dans le sens les sons et les images, quoi. Enfin, et le langage corporel. Et le langage corporel et tout ça. Donc c'était... Et de toute façon, voilà, et je me disais, de toute façon, après, je vais traduire, quoi. Donc sûrement, là, il se passe des trucs. Donc très souvent, c'était comme ça. Et par contre, voilà, le deuxième séjour, c'était plus encadré. L'idée, c'était vraiment de faire des entretiens. Donc j'ai demandé en particulier à Sarah et Joumana de m'aider. Et elles étaient ravies de le faire. Et du coup, quand je suis retourné, on a fait 2 jours, on s'est vraiment préparés tous les 3 ensemble, on s'est un peu exercé entre nous à faire des entretiens, on faisait des entretiens les uns les autres, un peu pour trouver un style de comment l'idée c'était d'essayer le plus possible de casser la dimension justement de reportage un peu figé, mais d'essayer d'arriver à quelque chose. Dans le sens où vous auriez des questions-réponses
Non, mais pour le coup, on avait des questions-réponses. Je me souviens que je m'étais pas mal basé sur des choses faites par Kiarostami dans le documentaire. Donc des petits documentaires où justement, des fois, c'est des interviews avec des enfants. Et là, je trouvais que la manière dont lui posait les questions, à chaque fois, nous faisait accéder au final de manière justement cinématographique, dans le sens de ce que l'image nous ramène de l'interviewé dans le langage corporel, etc., à quelque chose qui, pas tant dans les réponses, dans le sens des réponses, mais dans l'expérience corporelle d'image qu'on avait avec les interviewés. Ça nous ramenait à quelque chose de fort, voilà, tout simplement. Et voilà, j'avais un peu ça en tête comme modèle, et donc on a essayé de mettre en place ça. Bon, je sais pas du tout si on a réussi, parce qu'on en a fait énormément. Après, moi, dans le montage, j'ai essayé de sélectionner justement les entretiens qui, à la fois, avaient pour moi un intérêt en termes de sens, mais aussi, surtout, qui avaient un intérêt en termes de cinéma. Voilà, donc de force qui se dégage au-delà du sens des paroles, quoi. Donc, je parle notamment des deux frères qu'on voit à la fin. Voilà, moi, j'ai longtemps regardé ces rushs sans... j'avais la traduction, mais j'avais pas encore mis les sous-titres, donc je les ai longtemps, souvent regardés en arabe, donc sans forcément comprendre tout. Et ça m'a quelque part dirigé dans le montage aussi, tout simplement, voilà, leur regard, leur intensité. Donc voilà, le deuxième voyage était un peu plus structuré, mais après, bon, ça a dégringolé vite très souvent, et je repartais sur la manière plus chaotique de filmer un peu tout, parce qu'il y avait cette envie. Et tant mieux, parce que finalement, c'est ça qui a le plus nourri mon montage. Dans quelles conditions matérielles vous avez réalisé ce film en termes de budget ? Est-ce que faire un tel film au moment du tournage, ça a été cher à réaliser pour vous ? Moi, j'avais pas de production, j'étais tout seul, donc oui, ça a été un peu cher. J'ai un peu investi au minimum. J'ai essayé de rester au minimum, parce que c'était clair que ça allait pas être... L'ambition, c'était pas de faire un film grosse production. En plus, j'en avais pas les moyens, donc... Et vous étiez tout seul, c'est quand même... Et j'étais tout seul. Ce qui n'est pas tout le temps le cas en documentaire non plus. Ouais. Oui, j'étais tout seul, oui, complètement, parce que je sais pas, je pense... Quand je suis parti la première fois, j'avais même pas l'intention de chercher un... je sais pas, je voulais partir, quoi. C'était beaucoup plus urgent et profond que ça, que de se mettre dans une démarche d'essayer de convaincre quelqu'un d'un projet qui était complètement embryonal encore. Donc, fallait partir. Et le deuxième, entre-temps, oui, j'avais contacté une fille, une amie de mon frère, mon frère a fait la Fémis, elle avait fait production à la Fémis, qui m'a... Donc, je l'avais contactée dans l'idée de peut-être qu'elle puisse m'accompagner. Et en fait, déjà à l'époque, elle s'orientait beaucoup plus sur la réalisation, donc elle n'allait plus faire de la production. Mais par contre, elle m'a un peu... Ça a été un très bel échange quand même, tout simplement, de mails qu'on a eu, où moi je lui parlais de mon projet, et tout simplement le fait elle a beaucoup aimé le projet, qui justement était vraiment embryonal encore. Donc ça a été un soutien moral assez fort, mais pas économique. Et puis ça s'est arrêté, ça a duré que un peu cette phase-là entre les deux tournages. Et ensuite, c'était... les grosses dépenses, c'était les avions et vivre là-bas, parce que c'est pas si peu cher non plus. C'est beaucoup moins cher que l'Italie, mais c'était pas non plus... C'était pas l'Inde, quoi. Donc c'était quand même un investissement. Et en termes de matériel, c'était assez réduit, parce que j'avais du matériel assez pauvre. Mais bon, après, c'est le travail qui n'a jamais été rémunéré, mais ça, c'est pas grave, quoi. On y est habitué. Comme vous n'avez pas été, dès le départ, accompagné par des aides à l'écriture et des dispositifs oui, c'est ça. Oui. D'aide, en fait... oui, du coup... il y a assez peu d'argent en fin de chaîne de production, sur le documentaire en tout cas. En termes toujours sur les questions matérielles, quelle connaissance vous aviez de l'outil technique qui est la caméra, donc qui fait l'image, mais aussi le son ? Moi, j'aimais bien prendre des photos depuis que j'étais ado. Donc je pense que j'avais un rapport, sûrement pas professionnel, mais personnel, à qu'est-ce qui est cadré, et un peu à qu'est-ce qui est choisir une lumière naturelle, forcément, mais
En tout cas, pas une sensibilité à ça, je l'avais. Et je l'avais un peu travaillé dans ma vie, quoi. Et puis surtout, le gros truc qui m'avait quand même fait arriver à quelque chose où je me sentais quand même plus sûr de moi, c'était l'autre film que j'avais fait à Turin, qui pour moi était vraiment ça a été un peu mon école, quoi. Enfin, vous aviez déjà cette caméra ? Ouais, j'avais la même caméra, ouais. Et que j'aimais beaucoup. C'était tout simplement la première caméra que mon frère s'est achetée quand il était ado. Donc elle était à la maison. J'ai pris celle-là parce que voilà, c'était gratuit. Mais en fait, j'aimais aussi beaucoup la DV. Enfin, j'aimais bien ce. Enfin, il y a une texture particulière qui fait très fin des années 90, années 2000. Oui. Et qui est un peu, par rapport à la période du film 2018 où il y avait beaucoup plus de caméras qui sont tous les appareils photo hybrides et réflexes qui ont une image beaucoup plus proche de ce qui se fait en fiction et qu'on voit à la télé maintenant. Ouais. Et votre film a quand même une image qui est plus en termes de registre d'image et de pellicule, de profondeur de champ, tous les paramètres qu'on pourrait analyser. Elle est beaucoup plus datée en un sens. Oui. Elle fait beaucoup plus archive que si vous aviez tourné avec moi j'ai toujours détesté quand le digital est arrivé. Moi je suis un peu un boomer un vieux râleur, donc j'arrive. Enfin, genre, j'ai eu un smartphone l'année dernière, par exemple. Enfin, j'arrive toujours beaucoup plus tard que les autres, parce que, je pense que je suis un vieux râleur. Donc, moi, j'avais détesté, dans les années 2000, l'arrivée des petites caméras compactes, des petits appareils photo digital, parce que moi, justement, j'avais l'argentique et j'aimais beaucoup plus ça, et je pense que c'est effectivement beaucoup plus beau. Après, c'est plus pratique. Et en effet, ça s'est amélioré au fur et à mesure. Maintenant, on peut faire des super photos aussi avec digital, mais je sais pas. Je me souviens vraiment le côté lisse du digital quand il est arrivé dans la photo, j'aimais pas du tout. Et je trouve que, en fait, toutes les caméras genre 5D, etc., qui étaient beaucoup plus présentes en 2018. Bon, après moi, j'étais nul en technique, hein, mais quand même. Moi, ce que j'en voyais, au contraire de ce que tu dis, moi je trouve que ça ramenait beaucoup moins au cinéma que une brutale caméra DV qui, c'est peut-être, comment dire, c'est moins net, etc. Mais au final, il y a quelque chose qui, moi, m'amène plus dans un endroit de cinéma que le côté lisse et un peu... YouTube de ce genre de caméra, genre de 5D. Ouais. Après, moi, ce qui m'attirait, c'était pas trop le côté genre faire années 80. Enfin, c'était pas ramener à... Comment dire, c'était pas une intention. C'est pas une intention nostalgique de ça. C'était tout simplement que vraiment, j'aime encore ça. Enfin, j'ai encore la DV. Mais dans le présent, quoi, je trouve qu'en effet, on l'utilise moins, et on l'utilise beaucoup pour faire genre années 80. Mais bon, on peut l'utiliser aussi pour être dans le présent, et c'est tout simplement une manière d'enregistrer des images qui est différente. Et je dis pas que je vais faire tous mes films en DV, pas du tout, mais en tout cas, sur un projet documentaire, je sais pas, il y avait quelque chose qui me... Enfin, je sais pas, je trouve que les images sont plus facilement belles, en tout cas à mes yeux, qu'avec un petit appareil... numérique, moderne, mais pas de très bonne qualité, et sans le savoir utiliser, parce qu'il y a aussi ça. Alors que moi, bon, avec les très peu de connaissances que j'avais, avec la DV, je trouvais que, il y avait il y a plein de situations de lumière qui sont, pour moi, assez belles, vite. Mais d'ailleurs, par exemple, quand j'étais à War on Screen, là, il y avait un autre cinéaste qui était là et qui a vu l'affiche et qui me disait « Ah, il aimait beaucoup et lui pensait que c'était la pellicule, donc ça a été un peu retravaillé l'affiche, mais en tout cas voilà, ça l'a amené aussitôt beaucoup plus dans un endroit de cinéma que je pense que si ça avait été des images, parce que dans le documentaire on fait plus souvent justement du numérique plus moderne, mais de pas non plus très très bonne qualité, et du coup au final je trouve que ça ramène un truc qui pour moi est moins, en fait c'est le côté rêche de la DV ou de la pellicule évidemment, que après maintenant on cherche constamment dans l'étalonnage, on rajoute du grain, etc. Parce qu'en fait ça nous manque à tous. Ce côté rêche, j'ai l'impression que c'est que la vie elle s'insère beaucoup plus là-dedans, la lumière, mais la vie vraiment, il y a un truc un côté très organique, y compris dans la texture. Oui. Est-ce que c'est quelque chose à l'étalonnage que vous avez parce que du coup il y a ces 5 ans qui ont passé, j'imagine à la fin du montage
vous avez aussi travaillé ces Bah, en fait, rushs en DV. Du coup, vous avez aussi un regard aux archives. Vous auriez sûrement pas étalonné ou de la même façon en 2018. Ouais. Moi, ce dont j'avais peur pour la DV, la seule chose dont j'avais peur, c'était comment ça va rendre sur un grand écran. Voilà, j'avais peur que ce soit genre que des gros bouts de pixels partout. Un côté très compressé. Oui. Et en fait, entre-temps, donc le montage a pris beaucoup de temps. Moi, j'ai fait d'autres films entre-temps. Enfin, j'ai fait un court-métrage, notamment dans lequel j'ai rencontré mon actuelle copine qui est chef-op et qui est aussi étalonneuse. Chloé Terren. Et qui, du coup... on a commencé à être ensemble pendant que moi je continuais à monter ce film de Gaza. Et donc le moment où je me suis rassuré sur le fait que ça allait rendre bien, c'est qu'elle m'a dit non, tu vas voir, il n'y a pas de problème. Oui, c'est granuleux, mais il n'y aura pas des gros bouts de pixels comme je m'imaginais. Parce que je n'avais jamais eu l'occasion de tester. Tout simplement, je n'avais pas les moyens d'aller dans une salle de cinéma et demander de montrer les rushs, quoi. Donc, et ensuite l'étalonnage, du coup on l'a fait avec elle. Et... déjà, on a essayé de... Donc, il y a très peu de marge avec la DV en étalonnage. Mais on a essayé déjà de rendre... Parce que c'était quand même 3 mois de tournage, donc il y avait beaucoup de différences entre les images. Donc on a essayé de rendre un truc plus uniforme. Et après, vraiment, c'est au cas par cas. Dans chaque image, au final... Parce que Chloé m'avait beaucoup dit il y a très peu de marge en DV, et finalement, moi j'étais assez bluffé de voir tout ce qu'elle a réussi à faire, ce qu'on a réussi à faire. Pour aller récupérer des informations soit récupérer des informations, soit vraiment rendre encore plus beau les... Ou pousser des couleurs, vous avez fait ce genre de... Oui, changer la température, beaucoup de choses qui... au final, moi je trouve qu'ils ont vraiment embelli le film beaucoup. Parce que pour moi, le film devait être... Justement, la DV, on se dit, du coup, c'est un peu brut. Non, pour moi, ça devait être vraiment beau. Moi, je le trouve beau, esthétiquement, et c'est en tout cas ce qu'on avait cherché de faire. Et après, le gros truc aussi qu'il y a eu, c'est le mixage, du coup. Moi, j'avais monté le son aussi. Et sur le travail de son, sur le tournage, comment est-ce que vous avez procédé ? Est-ce que justement, vous aviez un peu plus peur sur... parce que c'est vrai que vous avez tourné tout seul pour le son. Ouais. Vous n'avez pas la liberté... et le luxe d'avoir quelqu'un qui a la perche, qui peut être très... comme en fiction, qui peut être très proche de... Ouais. Et du coup, il y a forcément des moments où vous captez moins bien les voix, où vous pouvez avoir un peu plus peur sur ce que ça donne. Ouais, non, le son, c'était galère. Le son, Il faut avoir un bon micro, déjà. Oui, mais là, pour le coup, je savais, à différence de la DV, que je me disais, c'est un choix peut-être un peu brut, mais pour moi, beau. Je sais que pour moi, au moins, c'est beau. Ça va être... Le son, non, je sais que c'est brut et probablement ça va être moche, quoi. Voilà. Et là, vous aviez aussi un micro, vous en avez pris deux. J'avais 2 micros, ouais. Voilà, c'était un peu un petit investissement. J'avais un micro du coup directionnel pour prendre les voix que j'avais accroché au-dessus de la caméra. Et puis j'avais un micro assez bonne qualité pour faire des ambiances. Et après voilà, j'avais quasiment aucune notion de comment on prend une ambiance, etc. Où est-ce qu'il faut mettre le micro pour prendre des vagues, etc. Donc je pense que j'allais vraiment à l'instinct. J'écoutais du coup en direct pendant que je prenais le son, et là où ça me plaisait, je m'arrêtais, je le prenais. Ce qui était évident, c'était de ramener le plus de son possible. Pour moi, la dimension sonore, même si j'étais nul en technique, elle était presque encore plus importante que la dimension visuelle, parce que je pense que c'est vraiment l'immersion. D'ailleurs, pendant toute la phase de post-production, et encore maintenant, dès que j'écoute des sons que j'ai enregistrés, au-delà de la qualité technique, en fait, ils me ramènent immédiatement dans cet endroit, dans l'atmosphère, etc., encore plus que les images. C'est des formes de paysages sonores. Oui. Et que vous ramenez très vite dans le récit, avec la perspective de la fenêtre ouverte et d'entendre... Ouais. Oui, voilà. Dans ce hors-champ qu'on ne voit pas. Exactement, oui. Pour moi, cette scène-là, c'était une des scènes auxquelles je tenais le plus dans le film, qui était un peu presque un cœur, en tout cas, du film, mais artistique, voilà, pas politique. C'est cette dimension-là de ce voyageur-là qui se retrouve dans un endroit qui n'est pas du tout chez lui, mais qui le bouleverse aussi, et qui s'enferme dans sa chambre et écoute les sons. Il y a une question de perception, qu'est-ce que vous percevez à ce moment-là, et là c'est aussi le son qui est plus fort
d'une certaine manière Oui. que l'image et qui vous... Oui, parce que le son, c'est quelque chose... Enfin, justement, c'est, pour moi, cette situation-là, dans cette chambre, la nuit, avec la fenêtre, avec le rideau qui bascule dans le vent, et les sons, c'est une dimension, comment dire, dans laquelle... de bascule, d'abandon, comme de vraiment se laisser tomber dans quelque chose, et donc c'est vraiment l'immersion de moi, mais donc du voyageur qui est dans le film, qui s'abandonne. Voilà, c'est une dimension d'abandon très belle pour moi. Et voilà, donc pour moi cette dimension-là, j'ai aussi beaucoup filmé mon micro qui prenait les sons. Enfin, j'avais envie. Bon, c'est un peu comme le film Lisbon Story, quoi, de Wenders. Enfin, voilà, cette dimension de celui qui prend les sons, c'est une dimension qui me parle beaucoup. Enfin, de ce rôle, enfin, donc de la personne qui va chercher des sons dans un endroit qui est pas le sien en plus. Et voilà, donc, mais du coup, après, en post-production, le son, là, pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais fait le montage du son. Parce que sur le montage, on va en parler un peu plus sur le montage d'image, mais vous l'avez réalisé tout seul. Oui, en fait, je suis. Ce qui là aussi est pas anodin. Enfin, en général, ça on peut le retrouver dans tous les entretiens qu'on a fait avec des gens qui réalisent des documentaires. À un moment ou un autre, on parle de montage et il y a deux écoles. Il y a ceux qui généralement qui font tout eux-mêmes, en tout cas qui aiment monter eux-mêmes, et ceux qui ont besoin d'un deuxième regard ou d'une personne qui accompagne. Et qui aide à accoucher, qui fasse vraiment de la maïeutique à ce niveau-là. Comme le disait Nelly Quétier dans un entretien, vous avez fait le choix justement de travailler tout seul. Est-ce que c'était une nécessité pour vous sur le... Oui, il y a eu plusieurs... Ça a pris 4 ans le montage, donc, ou 5. Je ne montais pas tous les jours, hein. Oui. D'autres projets, etc. Mais en tout cas, voilà, ça s'est étendu longtemps. Donc, entre-temps, moi, j'ai rencontré de plus en plus de gens qui font du cinéma, d'amis qui font du cinéma, donc j'aurais pu, je pense, à quelques endroits, demander à des amis, du coup en les payant très peu ou rien, parce que voilà, il n'y avait pas de production, donc j'aurais pu leur demander de m'accompagner. Je pense qu'il y avait des personnes qui auraient accepté de le faire, voilà, en trouvant un espace dans leur emploi du temps, voilà, dans une dimension bénévole. Donc c'est pas pour ça que je l'ai pas fait. C'est parce qu'en effet, pour moi, c'était au début, je pensais qu'à un moment, sûrement, il y aurait eu une phase où on se mettait vraiment avec un monteur, justement la phase plus maïeutique et aussi peut-être technique, etc. Où j'en sais rien, où moi j'aurais été perdu, etc. En fait, oui, j'ai été perdu plein de fois au cours de tout ce temps-là, mais... Parce que dans la période le montage, il y a le fait d'assembler, mais il y a toute la période où il faut dérocher, identifier les plans, qu'est-ce qui vous intéresse, voir, revoir. Tout ça. J'imagine que vous avez plusieurs dizaines d'heures de rush, donc il y a aussi une dimension temporelle. Quand vous re-regardez un plan, vous regardez, que vous êtes tourné, vous regardez généralement de A à Z au moins une fois. Donc ça prend aussi du temps, et vous avez aussi mis du temps pour... Non, oui, j'avais 45 heures de rush, mais en fait... Est-ce que ça, vous l'avez fait de façon méthodique aussi ? Non, rien n'a été fait de manière méthodique. Tout était chaotique aussi en post-production. Et je pense que quelque part, mais pas pour un choix genre conscient de je veux travailler comme ça. Non, parce que bon, j'étais comme ça. Et maintenant, je me dis que ça a quelque part, je pense, sûrement aidé à trouver la forme du film. Mais bon, après, cette forme du film, le film aurait pu être une autre forme, ou 1000 autres formes, évidemment. Mais en tout cas, cette forme-là, je pense qu'elle est fruit aussi de ce léger chaos qu'il y avait autour aussi en post-production, du fait de justement le laisser tomber pendant 3 à 4 mois, des fois 6 mois, parce que j'étais sur d'autres projets. Après, laisser tomber, bon, il mûrissait quelque part, mais c'était des fois aussi vraiment un besoin de rejet, genre, parce que pour moi, en tout cas, dans tous les projets sur lesquels je travaille, il y a toujours des moments de refus où ça me dégoûte, j'ai l'impression d'être nul, des moments de crise, dans des énormes crises existentielles, faut que j'arrête, faut que j'aille bosser ailleurs, etc. Vraiment, je me sens... Donc, il y a eu beaucoup de moments comme ça, surtout comme j'étais seul sur ce projet. Donc, il n'y a pas... Vous n'avez pas le soutien moral d'un producteur? Le soutien moral, c'était les amis, c'était... Ou d'un monteur, justement, qui peut vous... Voilà, oui. Non, là, vraiment, pour moi, le soutien moral, ça a été mon frère, qui m'a toujours dit, dès le début,
qu'il adorait le début du montage que j'avais fait. Et ça, ce regard, pour moi, compte beaucoup, donc ça me soutenait énormément. Mon père aussi, et puis quand j'ai rencontré Chloé, du coup, elle aussi. Et puis, de temps en temps, mais très très peu, j'ai montré quelques bouts à des gens. Mais à chaque fois, les soutiens, enfin, pas toujours, des fois, c'était pas soutenant, mais de manière générale, oui. Et c'était donc des toutes petites phases de retour, mais comme elles étaient positives, c'était extrêmement précieux. Et puis, il y a eu aussi la phase où j'ai tenté et eu Brouillon d'un rêve de la SCAM, donc là, ils n'avaient pas vu le montage. Qui est une aide à l'écriture. Qui est une aide à l'écriture. Donc, en effet, moi, j'écrivais aussi la voix off, donc pendant la phase de montage. Et comme le fait de la voir, ça, c'était aussi un énorme... Est-ce que c'est une bourse qui est très sélective? Oui, voilà. Donc, oui, tout simple. Enfin, voilà, c'était pas tant de l'argent, il y avait un tout petit peu d'argent, mais c'était surtout la valeur symbolique. Valeur symbolique de me dire, ok, il y a des gens qui font ce métier depuis longtemps et qui ont trouvé que ça avait un intérêt. Vous avez une forme de reconnaissance par les pairs. Oui, oui. Donc, ça soutient dans ce projet qui était très solitaire. Après, il y a eu d'autres trucs que j'ai pas eu avec des très mauvais retours. Ça, pour le coup, ça fait l'inverse. Tu te dis, ah merde, c'est vraiment... Voilà, bon. C'était un long parcours aussi pour tout ça. Mais du coup, non, j'ai pas... Enfin, je savais qu'il fallait faire une phase de dérochage de manière méthodique. J'ai 1000 fois essayé de le faire. Mais je pense, comme j'étais tout seul, du coup, ça se bloquait souvent. Parce que je pense, pour des raisons de refus que je ressentais, c'était 45 heures, c'est beaucoup à dérocher. Et comme je disais, c'était tellement chaotique aussi la manière dont j'ai filmé, etc. Très souvent, à un moment, j'avais besoin de faire stop et je me disais, oula, c'est horrible, quoi. Parce que vous avez pas comme vous regardiez ce que vous aviez vous-même filmé, vous étiez aussi juge et partie sur vos propres images. Donc là aussi, c'est beaucoup plus dur d'avoir une distance et un regard justement que peut avoir un monteur qui n'a pas du tout les affects, à la fois sur la technique, mais aussi là, vous avez aussi des affects par rapport aux personnes que vous avez filmées ou des moments que vous avez vécus. Ouais, complètement. Non, donc c'est un peu comme regarder, vous regardez avec du recul, mais en même temps très proche de vos images. Donc c'est une question qui est hyper compliquée. Oui, voilà, je pense que ça a pris beaucoup de temps aussi pour ce choix-là d'être tout seul. Et mais en fait, par contre, en effet, de plus en plus, même si, enfin moi, de plus en plus, c'était de plus en plus difficile. Hein. Enfin, jusqu'au moment où je l'ai fini, c'était de plus en plus difficile parce qu'il y avait aussi le poids de oula, ça dure longtemps. Enfin, le regard des autres. Parce que le film fait 1h07 dans sa version salle. Ouais. Est-ce que vous êtes passé par des versions beaucoup plus longues, de 3 heures, de 2h30 ? Non, mais en fait, c'est la version salle, c'est qui est du coup pour moi la version définitive. C'est la première version définitive du montage que j'ai eue. Enfin, il n'y a pas eu d'autres versions définitives du montage. Mais vous êtes passé par des ours ou des versions intermédiaires Non, pas du tout. Ça s'est vraiment fait de manière beaucoup plus... Non, ça c'est... non, c'est pas du tout classique comment je l'ai fait. Enfin, il n'y a pas eu plusieurs versions de la totalité. Il n'y a jamais eu ça. Il y en a eu une, et c'est celle qui est en salle maintenant. Et du coup, comment vous avez fonctionné en termes de montage ? Vous avez fait par séquence, par bout du séjour Alors, la première chose que j'ai montée, c'était ce qui est le début, donc les funérailles de Yasser Mortaja, le photographe, qui avait été tué aux marches du retour, et avec ma voix off et les tambours. Donc ce début-là, enfin les 2-3 premières minutes, c'est la première chose que j'ai montée. Ça, c'est resté figé. Ensuite, la question, c'était comment... Parce que la voix off, je l'avais écrite. Enfin, tout le début de la voix off, je l'avais écrit. Donc, les premières 10 minutes du film étaient déjà écrites. Et je sentais que ça allait rester comme début. Mais par contre, j'avais monté sur ça que 2 minutes. Après, du coup, c'était continuer le travail de montage sur ce texte jusqu'à 10 minutes déjà. Donc ça, c'était une première phase. Et ça, voilà, ça prenait du temps parce que je voulais pas juste des images qui illustrent. Enfin, voilà, je voulais qu'il y ait vraiment des allers-retours de sens, des échos ou des contradictions entre l'image, le son, ce que la voix dit. Il y a beaucoup de plans, c'est-à-dire que votre montage sur cette première partie est très découpé. Oui, de manière générale, c'est très découpé aussi parce que c'était chaotique la matière que j'avais. Mais finalement, j'en ai fait une force. Pour moi, au final, j'aime comme ça. Mais c'était plein de petits fragments en fait, qui se répondent, qui sont des fois dissociés sur le son, sur l'image, sur la voix off. Ouais. Et donc ça, donc ça c'était la première chose que j'avais montée, c'était les premières 2 minutes, et ensuite j'avais aussi monté ce qui est la fin du film, ce moment où il y a la musique de Odetta, ce chant Sometimes I Feel Like a Motherless Child,
sur un ralenti de Mohanad et Sarah qui marchent dans les rues du pâté de maison de Mohanad. Ça, c'était tout simplement, je sais pas, j'avais fait cet essai-là de manière instinctive. Je l'aimais beaucoup, je l'ai laissé de côté très longtemps. Je savais pas s'il allait rentrer dans le film, même si j'imaginais qu'il pouvait être vers la fin. Mais voilà, la fin, par exemple, souvent les monteurs m'ont dit quand tu auras trouvé la fin, ça va être beaucoup plus facile d'avancer vite. Et moi, c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à comprendre. J'avais beaucoup de doutes, j'avais plein de fins en tête différentes. Et au final, je les ai quasiment toutes mises. J'espère sans la sensation de trop de fins, mais je pense pas, vu que le film est très court, donc... Et pas au sens où il y a plusieurs fins possibles, elles ont été montées successivement. Oui, voilà, oui. Mais du coup, il y avait le cheval dans l'eau, ça c'était clairement une image de potentielle fin, mais il y avait aussi d'autres images. J'avais un cheval, un énorme cheval blanc sur une plage qui me regardait la caméra pendant très longtemps, et ça aussi, j'avais pensé que ça pouvait être la fin. Puis il y avait... Celui-là, vous l'avez pas mis, non ? Non, celui-là, il est pas dans le film, non. Puis j'avais pensé que la fin pouvait être le moment où moi j'étais sorti de Gaza. J'avais filmé tout le parcours en voiture, qui pour moi avait été un moment assez glaçant, de passer de Gaza, avec tous les problèmes qu'il a, à cette autoroute vide et placide qui était en Israël, du coup, ou dans l'État ou dans la Palestine occupée, comme les Palestiniens préfèrent dire. Et voilà, donc ça pouvait être une fin, mais beaucoup plus grinçante, beaucoup plus dure. Voilà, il y avait beaucoup de fins possibles. Et ça, pareil, en fait, ça c'est... Ah oui, et puis j'avais aussi eu l'idée, vu que le temps avait passé, de retrouver les personnages du film après. Du coup, ça nécessitait de repartir en tournage, parce que l'idée était beaucoup plus... Enfin, c'était presque comme 2 parties du film. Genre, il y a eu le film à Gaza, et maintenant, eux qui sont en exil ailleurs. Parce qu'ils sont tous dehors maintenant, les protagonistes du film. Et là, je pense que c'est mon frère qui m'a aidé, qui m'a dit, bon, déjà, va à Milan, filme Sarah. C'était la chose la plus facile, c'était la personne avec qui j'étais le plus proche, et c'était le plus proche de moi. Et déjà, vois avec ça. Et ça, c'était un bon conseil, parce qu'au final, c'était suffisant pour cette fin du film. Enfin, voilà. Sinon, je pense que ça aurait pris encore énormément de temps ça aurait été un autre tournage, quoi, vraiment. J'aurais dû aller en Belgique, en Égypte, en Turquie. Enfin, c'est un autre film, presque, sur la diaspora. C'est presque un autre film, quoi, oui. Donc là, c'est juste un épilogue du film, par contre. Du coup, oui, voilà. Donc c'était très, très chaotique, parce qu'il y avait aussi cette double chose en parallèle qui courait en parallèle, c'était l'écriture et le montage. Donc c'était très... L'écriture de la voix off. De la voix off. Et l'écriture d'images et de sons. Et c'était 2 choses qui m'intéressaient. Donc des fois, c'était les images et les sons qui... Enfin, par exemple, cette scène de la fenêtre avec les sons, je savais qu'elle devait être là, et je voulais que la voix off nous amène là aussi, quelque part. Je voulais pas que ça arrive tout simplement comme ça, parce que si c'était arrivé tout simplement comme ça, je pense que ce serait beaucoup moins fort. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas être guidés par une voix off. Bon, moi, j'aime bien. Voilà. Et parce que justement, j'aime bien aussi la dimension journal de voyage littéraire qu'il y a dans... Et moi, je dois dire que ce film, il m'a surpris d'abord par justement cette organisation du récit, donc qui prend la forme dans un film du montage. Vous allez à rebours, alors non pas de critères de genre, puisque le reportage documentaire tel qu'on l'a défini au début demeure une forme assez libre chez les différents cinéastes qui la pratiquent, mais vous proposez une innovation stylistique que je trouve passionnante, en commençant par cette première partie surprenante sous une forme plus essayiste, quasiment pamphlétaire, pour aller ensuite découvrir plus en profondeur les individus. Comme on en parlait, le film s'ouvre sur un monologue à la voix off que vous déclamez, presque à la manière d'un slam. En tout cas, il y a une forte musicalité, peut-être du fait de la langue italienne, parce que la voix off du film est en italien, qui est votre deuxième langue maternelle. Donc vous partez de la mort d'un jeune photographe, Yasser Mortaja, avant-gardiste dans la résistance médiatique et politique contre Israël, en ayant acheté l'un des premiers drones qui fleurissaient à l'époque. Vous avez assisté à ses funérailles et vous partez dans ce cas individuel, presque anecdotique à l'échelle de l'histoire, pour réhumaniser le conflit. Mais votre voix off, loin d'être une simple dissertation sur le conflit, ce qu'elle pouvait apparaître de prime abord, puisque vous discutez de son histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1948, vous ramenez la guerre, l'occupation sur le terrain de l'émotion et de la vie, à hauteur des êtres qui vivent la mort au quotidien, et vous nous confrontez à ce drame dès le début. Comment est-ce que vous avez trouvé ce subtil équilibre dans l'écriture de la voix off ? Ou de votre texte, parce que c'est plus qu'une voix off, c'est vraiment un texte. Ouais, merci déjà. J'aime beaucoup ce que tu as dit.
Et ça me fait très plaisir. Et je pense que mon phare d'inspiration, c'était donc cet auteur dont je t'ai parlé, James Edgy, qui a écrit donc ce livre, qui est Louons maintenant les grands hommes, qui est un très très long livre, très bizarre, extrêmement lyrique, et en même temps aussi avec des moments où il décrit, par exemple, à l'intérieur d'une maison de paysans, il est là tout seul, c'est un matin, eux ils sont allés tous travailler, et lui il est dans cette pièce, et il est dans un état second, parce qu'il se met à regarder tout, et il décrit tout, chaque objet, chaque chose, donc c'est comme un catalogue presque de fou, quoi, enfin. Mais il nous fait... Voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment une écriture extrêmement variée et complexe. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé le montage de ce film, j'étais donc à Sienne et je travaillais j'ai proposé à ma mère, qui faisait du théâtre, à ma mère et un ami acteur, de mettre en scène ce texte. Moi, ce texte, je l'avais découvert à travers ma mère. Elle avait déjà mis en scène... elle avait déjà essayé de le mettre en scène avec d'autres personnes. Ensuite, ça avait échoué, ce projet. Donc voilà, moi, je lui ai proposé de le refaire parce qu'elle m'avait fait découvrir ce texte. Et pour moi, c'est vraiment un des textes qui m'a le plus bouleversé. Et donc, on travaillait. C'était une pièce de théâtre qu'on a mis en scène. On avait appris... on avait coupé et ce texte et appris des grandes parties de ce texte. Donc, je pense que oui, c'est sûrement cette écriture qui est extrêmement inspirante et fertile de James Edgy. Et qui est une écriture et qui est aussi une démarche dans laquelle justement lui parlait de la situation économique des paysans en 29. Il y avait une dimension du coup de dénonce et une dimension d'immersion, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Donc, je pense que c'était aussi la démarche de comment lui il avait été reporter qui me plaisait. Donc je suis sûr que c'est ça qui m'a guidé. Après, voilà, c'est plus de l'ordre de... Voilà, c'est pas un choix, c'est comme ça que ça s'est fait. Je savais que je pense que pendant que j'écrivais, c'était... Parce que une grande partie a été écrite vraiment en une nuit, quoi. Et c'était peu après le... En fait, c'était... Peu après les tournages ou c'était... Oui, c'était peu après les tournages, mais c'était quand même un moment de... un tournant dans ce projet, parce que moi, après les tournages que j'ai fait, j'ai traduit avec une fille de Gaza qui était venue à Sienne à travers toujours cet échange universitaire et qui faisait des lettres, donc elle était intéressée par la traduction, et donc elle m'a aidé, on a travaillé tout, les 45 heures de rush qu'on avait. C'est un travail colossal. Oui, en fait ça a été ça, peut-être le vrai dérushage. Même si c'était un peu laborieux, parce que du coup, en plus j'avais pas pensé à comment le faire, donc j'ai juste enregistré elle qui traduisait en direct. Du coup, j'avais pas mis les sous-titres en direct. Donc après, j'ai eu une phase où j'ai mis tous les sous-titres en écoutant les enregistrements de elle. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les outils de traduction automatique qui permettent qui auraient permis aujourd'hui de faire ça de façon beaucoup plus simple. Et donc voilà, il y avait eu cette phase-là. Et ensuite, moi, je pensais commencer le montage dans complètement une autre direction. Ça aurait été un film beaucoup plus, du coup, sans voix off. Et un film de... Oui, déjà quand même avec une intention poétique, donc d'image et de son, etc. Mais aussi beaucoup plus de suite d'entretiens. Suite de rencontres, peut-être pas forcément des entretiens, c'est peut-être mais comme une suite de portraits de personnes, pour faire une sorte d'éventail de portraits, mais sans voix off. Et en fait, je crois que j'ai même pas vraiment commencé à le faire. Enfin, j'ai réfléchi, j'ai probablement dérushé chaotiquement en pensant à ça, et voilà, là vraiment c'était la grosse crise. Enfin, je me suis dit, soit il faut que je recommence à tourner, mais de manière plus encadrée, parce que là ça allait vraiment trop dans une dimension vraiment politique et un peu militante. Enfin, je sais pas, ça me parlait plus du tout. C'était pas mon film, quoi, en tout cas. Je sentais que ça pouvait être important de le faire comme document, mais pour moi ça n'avait plus aucun intérêt en tant que cinéaste. Donc grosse crise, et à ce moment-là j'ai vraiment pensé abandonner, et c'est là où j'ai commencé à écrire, du coup, comme geste parce que j'avais quand même besoin d'en parler au minimum dans un carnet personnel, quoi, de ce voyage. Donc je commençais à écrire. Sous forme presque d'un journal intime. Oui, enfin c'était... Oui. Après bon, la dimension peut-être... Enfin voilà, rapidement, j'ai aussi...
ça a été un moment beau, d'inspiration, qui est très très rare pour moi en tout cas, mais où il y a vraiment eu quelque chose de, je sais pas, qui te dépasse, quoi. Enfin, tu commences et tu vois que ça marche, je sais pas, il y a un truc, et du coup, vite j'ai compris, ok, mais en fait c'est peut-être un film de voix off. Et à ce moment-là, dans l'autre chambre, il y avait ma mère qui écoutait les tambours de Steve Reich, qui du coup sont dans le film, et qui du coup, moi j'ai noté aussitôt à côté de la page. Et du coup, aussitôt je me suis dit, je vais faire une tentative de montage avec ces tambours, cette voix, et justement les images qui me venaient dans la tête, parce que je n'avais pas dérushé, mais j'avais quand même passé beaucoup de temps dans les rushs, quoi. Enfin, ça c'est sûr. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis oui, le style, je pense que c'était c'était pas des choix, mais ce que j'observais de ce que je faisais et que je validais en le faisant, c'était ok, c'est une voix un peu comme dans ce livre de Hedgie, c'est un texte qui va nous emmener de manière imperceptible d'un endroit à l'autre, enfin pas imperceptible, mais sans justement, d'une séquence à l'autre, le texte il nous fait basculer justement, tout à coup on est chez Mohanad, et le texte parle de Mohanad comme si on le connaissait déjà, justement il l'a pas présenté, ça tu le disais tout à l'heure, et oui, pour moi c'était clairement un choix. Je voulais pas avoir maintenant on va connaître Mohanad, il se présente ou je le présente clairement, et non, je voulais que on bascule tout à coup chez Mohanad, on était dans un bar avec Sarah et tout à coup on se retrouve une autre nuit chez Mohanad, peut-être c'est la même nuit, on ne sait pas. Sans forme de continuité logique. Oui, comme un flow. T'as parlé de slam ou poème, quoi. Enfin, pour moi il y avait aussi en effet, justement je faisais un travail théâtral à l'époque, il y avait une dimension clairement musicale aussi dans cette intention de texte, et théâtrale, quoi, de lecture à voix haute, quoi, enfin de texte, quoi, voilà, tout ça. Et en même temps, c'est un choix qui... parce que généralement, dans ce type de documentaire, on va plutôt chercher d'abord à immerger dans un territoire et montrer cette découverte, justement cette perception. Et vous allez plutôt vers... vous cadrez déjà le documentaire aussi en montrant une position politique d'emblée. Oui, ça c'était aussi très important. Et votre position, c'est que vous êtes du côté des Gazaouis. Oui, ça c'était très important aussi. Pour moi, il y avait énormément de choses à dénoncer, et je me sentais, malgré moi, complètement investi de ça aussi en faisant ce film. Mais non, c'est pas malgré moi. Enfin, non, je le voulais complètement. Enfin, c'était. Je trouve que c'est très très souvent trop timide, la dénonce de ce qui se passe. Pas que là-bas. Enfin, là c'est le sujet dont on parle, c'est la Palestine. Mais je pense que de manière générale, enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien les gens qui disent les choses de manière claire. Donc, je voulais en faire partie. Enfin, et je trouvais ça, oui, nécessaire t'as parlé de pamphlet, en effet, oui, de dire ce que je pensais. Après, de la part, oui, je suis du côté des Gazaouis. Moi, je pense que je suis du côté de la justice, pas des Gazaouis. Enfin, si les Gazaouis, c'était eux qui écrasaient les Juifs israéliens, je serais des côtés des Juifs israéliens. Vous êtes du côté des opprimés, je suis du côté des opprimés. Ce territoire qui se trouve être les Gazaouis. Pas parce que c'est des victimes, parce qu'ils sont victimes d'injustice. Pas parce qu'ils sont les pauvres, ils sont pauvres. D'ailleurs, si on les laisse tranquilles, je pense que c'est une société hyper florissante, enfin, qui peut florissante, enfin, qui peut vraiment se développer énormément, et qui se développe malgré tout à l'intérieur de ce blocus énormément. Il y avait, je sais pas combien de complexes universitaires dans Gaza, je sais pas combien d'initiatives de tous les genres. Enfin, c'était. Donc voilà, c'est vraiment Mais vous parlez d'une situation politique, une situation politique donnée où justement il y a cette injustice, et toute la première partie est concentrée sur l'histoire du mur. Oui. Et on voit comment ça se matérialise à travers les marches dont vous avez parlé. Oui. Après, donc c'est aussi très localisé politiquement, géographiquement. Oui. Donc en fait, vous cadrez plein de choses dans ce monologue. En fait, je voulais, oui, ce qu'une voix off permet, c'est justement d'avoir une forme très très libre aussi, parce que c'est un texte, enfin, ça peut aller vraiment dans tous les sens qu'on veut. Et moi, j'aimais bien justement réussir à ramener, à raconter au spectateur toute la dimension d'injustice politique que j'avais vécue là-bas,
Parce que, je pense que le besoin de révolte qu'il y a dans cette voix, c'est parce que je l'ai vécu. Je suis resté que 3 mois. Ça m'a suffi pour le vivre sur ma peau et sentir à quel point c'était insupportable. Donc voilà. Et du coup, j'aimais bien l'idée que la voix off puisse, nous faire accéder à toutes ces informations de contextualisation politique et historique, mais d'une manière belle. Pas comme un cours d'histoire ou un reportage Arte où, oui, ok, on apprend plein de trucs, mais c'est souvent un peu chiant, pour moi en tout cas. Mais non, avec un texte qui soit... C'est très dépersonnalisé, en fait, là, vous mettez de la subjectivité directement. Oui. Oui, et voilà, j'en sais rien. Et vous parlez aussi de vos émotions, de... Oui. Donc Oui, mais puis aussi, vraiment, tout simplement, comment le texte évolue. Dans chaque phrase, j'essayais qu'il soit poétique et beau, que ce soit... Et justement aussi, dans ce début du texte, donc du film, j'amène le spectateur dans cette situation qui était la manifestation où Yasser Mortaja a été tué, mais d'une manière, je sais pas, ça parle de... C'était la fin de la journée, ils étaient là, nombreux, on sait pas encore de quoi on parle. Voilà, l'idée c'était d'essayer de... je sais pas, créer quelque part, ça fictionnalise aussi le récit, et je pense que c'est ça aussi qui permet d'accrocher. En tout cas, c'est ce que maintenant... je t'ai parlé de tous les doutes énormes que j'ai eu tout le temps mais maintenant que je rencontre le public, je me dis, non, en fait, c'était des bons choix, quoi. De manière générale, ça parle, je pense, plus que, un simple encadrement ennuyeux, parce que j'en avais plein dans mes rushs. J'ai interviewé, par exemple, très longuement Ahmed Abou Artema, donc l'initiateur de tout ce mouvement, mais c'était ennuyeux à mourir, quoi. L'encadrement qu'il avait fait, donc je l'ai pas mis dans le film. Et pourtant, il était super. C'est un héros. Je l'admire beaucoup pour ce qu'il a fait, mais bon, ça marchait pas dans le film. Sur le travail du montage et du montage son, comment est-ce que vous avez travaillé ? Parce qu'il y a cette nature très fragmentaire avec beaucoup de plans, beaucoup de découpage. Des fois, le son qui est tout simplement, on n'entend pas le son des images qui sont in. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé cette question du son au montage ? Je vais parler d'un autre cinéaste que j'aime beaucoup, qui est Yosseliani, Otar Yosseliani. Qui a disparu récemment. Il y a en partie... c'est un truc qu'on retrouve dans tous ces films, mais il y a un film qui m'a... dans mon parcours de cinéphile, qui m'a particulièrement marqué, et c'est Il était une fois un merle chanteur. Donc, c'est un vieux film qu'il a fait en Géorgie, qui est un film qui raconte quasiment rien, mais qui est extrêmement prenant, pour moi en tout cas, à cause justement de cet entrelacement constant de sons et d'images, qui n'est pas du coup juste le son in de l'image. D'ailleurs, dans tous les films de Yosseliani, il y a ça, il y a une espèce de folie musicale entre les sons in et les sons du plan d'après ou d'avant. Et c'est vraiment... Donc j'avais longtemps étudié ce film, vraiment théoriquement aussi, parce que ça m'avait tellement plu que j'avais besoin de l'analyser, et dans comment justement il construisait le récit, ce récit de presque rien, mais on passe avec des constants appels d'un son qui du coup, tout à coup on a un train, et c'est comme si, d'une part, ça fait avancer le récit parce que ça nous amène d'un lieu à l'autre, ce constant dialogue surprenant entre les images et les sons. Donc ça crée du récit, mais ça crée aussi moi en tout cas, ça me magnétise devant le film, dans le sens que justement, c'est comme si constamment ça nous éveillait, justement, parce que on est dans une chambre, il y a un personnage tout seul qui dort, et on commence à entendre tout un chant géorgien de beaucoup d'hommes. Ils sont pas du tout là, mais c'est pas non plus une musique du film. C'est comme si on était aussi dans l'autre endroit, et je sais pas, ça éveille l'attention constamment. Donc voilà, ça c'était un peu quelque chose que j'ai dans moi, dans l'intérêt que j'ai pour ce genre de rapport entre son et image. Et voilà, je pense que j'ai essayé de travailler de cette manière. Je pense vraiment, basiquement, dans l'idée de
de garder éveillée l'attention aussi. Enfin, la mienne déjà, parce que j'étais pas du tout sûr d'avoir des spectateurs après. Donc déjà, de moi aimer et ne pas m'ennuyer dans ce film. C'est pas que pour pas s'ennuyer, c'est parce que je trouve ça beau, mais voilà, il y a aussi une dimension vraiment je trouve que ça marche de travailler comme ça aussi. Enfin, en tout cas, dans des formes très libres comme ce film. On peut pas le faire dans n'importe quel film. Il y a des films qui ont un scénario, c'est des fictions et c'est beaucoup plus, voilà, on doit plus rester dans des logiques aussi de son in, etc. Sur la question du montage, quelle était la place que vous avez peut-être intellectualisée ou non sur la question de quelle place vous preniez vous en tant que filmeur, que personne subjective qui était intégrée dans le montage, à la fois dans ça peut être dans les sons in, vous le faites aussi beaucoup par la voix off. Comment est-ce que vous avez réfléchi la place que vous aviez dans le récit? Pour moi, ma place dans le film, le cœur de ce sujet-là, c'est le moment quand on a rencontré Sarah. Et ensuite, il y a ma voix qui dit moi aussi, je lui raconte qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire ici, même si je ne le sais pas encore. Et là, vous avez aussi filmé, archivé votre propre parole à ce moment-là et vos intentions de l'époque. Et comment vous décrivez, en fait, vous avez aussi... Oui, voilà. C'est aussi, vous que vous avez filmé, pas seulement les autres. Voilà. Mais pour moi, en effet, ce bout de texte, en plus, à l'image, on est dans le jardin du père de Sarah, enfin dans leur potager, quoi, et il y a un coq. Sur ces paroles-là, il y a un coq qui marche comme ça, qui va se cacher derrière un arbuste, et puis il y a un peu un vide de silence. Donc voilà, dans le montage de cette voix-là, j'ai essayé quand même de faire sentir aussi ce vide de cette personne qui elle est là-bas, et il sait pas très bien pourquoi. Enfin, c'est difficile à justifier, à légitimer, parce que justement, on sent de devoir le faire. Et moi, pour moi, ce qui a été ce que j'ai trouvé comme, pour moi, ma place, pour moi, c'était un peu courageux à un moment, quand j'ai commencé à travailler le montage, d'assumer que justement, techniquement, j'avais vraiment rien à y faire là-bas, à part avoir envie d'être là et de me retrouver dans cet endroit-là. Donc voilà, je me donne dans toute mon humble illégitimité, mais au même temps, je suis là quand même. Voilà. Donc après, je laisse le taf de juger si c'est légitime ou pas aux autres. Moi, j'ai pas une réponse. Enfin, oui, la réponse, elle est là, dans le simple fait d'y être et d'avoir aimé y être. Parce que dans ce que vous racontiez de comment vous avez tourné, vous avez filmé plein de conversations où j'imagine que vous pouvez participer à certains moments. Ouais. Et finalement, il en reste assez peu dans le... De ma présence, ouais. Oui, de votre présence. Ouais, parce que j'étais pas très bon en poseur de questions. Enfin, j'aimais bien les réponses souvent, mais je trouvais ça un peu... elles étaient longues ou balbutiantes, donc c'était pas très intéressant, je trouvais, comme matière. Y compris en termes de dramaturgie ou de narration dans votre... Oui. En plus, dans la manière dont vous pouviez l'intégrer dans le montage. Ouais. En plus, comme du coup, petit à petit, ça s'est clarifié qu'il y avait cette voix. Du coup, c'est la voix off qui prenait du coup la place en majeure partie de moi derrière la caméra. Donc, il n'y avait plus besoin d'avoir aussi mon in. Et donc voilà, il y avait... Après, de manière générale, j'ai par contre essayé souvent de me rendre quand même présent dans les moments d'interview en in, par le fait que les gens s'adressent à moi, par exemple en me disant tu te souviens, hier on a parlé de ça, voilà. De pas vous effacer complètement non plus. Non, pas du tout. Non, au contraire, de vraiment être là comme un jeune parmi ces autres jeunes, parce que pour moi ça c'était une dimension importante. J'ai eu la chance de vraiment nouer des amitiés, des relations importantes, et pas que pour moi, enfin de manière, c'était des vraies rencontres. C'est actuellement des amis, ces personnes. Donc ça, c'était quelque chose. Pour moi, c'était évidemment une chance humaine déjà, et aussi pour le cinéaste qui voulait faire ce film. Et donc c'était une dimension dont je voulais faire cadeau au spectateur. Enfin, moi, le spectateur, vraiment, je l'amène avec moi dans ce voyage. Et donc, je l'amène avec moi dans ces amitiés. Et il y a pour moi rien de mieux que
que ça pour rencontrer un pays, quoi. D'avoir des vraies amitiés, du vrai, je sais pas, de l'amour réel, quoi. Et pas que, voilà, un regard qui raconte, mais un peu distant. Et donc voilà, oui. Donc je suis là avec aussi ma petitesse de voilà d'être là, pas avoir spécialement de grands projets derrière, mais je suis là, quoi. Et c'est ça, au final, pour moi, la force de ma présence dans le film. Et la force du film, c'est aussi ses amitiés, enfin les personnages que vous racontez et qui se livrent à vous. Je pense à Mouanad, Ouais. qui vit seul, ce qui est du coup déjà inédit dans la bande de Gaza, qui en plus est un militant communiste, qui a une bibliothèque gigantesque, qui a lu tous les classiques, qui est quelqu'un de très lettré, très intellectuel, qui est un personnage presque en fiction, il serait presque invraisemblable. Ouais. Donc vous racontez aussi et il vous livre beaucoup d'eux-mêmes. Oui, c'est comme ça. Après, lui, c'est vraiment il y avait beaucoup d'autres personnes qui auraient pu rentrer dans le film parce qu'il y avait beaucoup de rush. Au final, pour des raisons de rythme, il n'y en a que quelques-unes. Mais lui, en effet, il incarne vraiment ce côté très intellectuel, mais qui est quelque chose que j'ai perçu de manière beaucoup plus large à Gaza. Donc, et pour moi, en effet, tout simplement, je l'aimais comme personne, enfin comme ami et comme personnage aussi, parce qu'il a plein de facettes, etc. Mais en effet, peut-être qu'il représente aussi quelque chose qui, pour le coup, là, politiquement aussi, est intéressant, parce que justement, ça déconstruit des a priori qu'on peut avoir. Et je le juge pas négativement, moi aussi, j'ai fait le choix de le mettre, parce que, oui, on peut avoir des a priori beaucoup plus catastrophique sur la bande de Gaza, vu ce qui se passe. On s'imagine pas du tout, a priori, à quel point la vie, justement, est développée dans tous les sens, et dans un sens très haut. Donc, c'est important pour moi d'avoir tout cet éventail. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont pas dans le film, et je m'en veux, mais bon, c'est un peu les logiques du montage, mais justement, j'avais beaucoup filmé dans les universités, par exemple. J'ai rencontré énormément d'étudiants, etc. Enfin, je voulais aussi ramener ça, mais bon, au final, justement, je pense qu'il y avait une dimension un peu trop militante, finalement, dans cette démarche, qui ne me plaisait pas. Et donc, finalement, là, c'est le personnage de Mouanad qui nous raconte ça, mais après, il est là, plus que pour nous raconter ça, il est là parce qu'il est intéressant comme personne, comme personnage de film. Et toute cette deuxième partie du film, qui rend une vraie deuxième partie, qui retrace plus votre deuxième séjour, où il y a plus ces entretiens, c'est aussi une manière pour vous d'avoir une démarche plus réflexive, voire plus critique, y compris sur ce que vous avez filmé, sur les personnes que vous avez rencontrées, sans leur faire de tort, mais justement en les faisant participer dans vos entretiens, vous créez aussi des conditions d'une discussion que peut-être ils n'ont même pas entre eux et entre elles. Et donc il y a des questions que vous amenez qui peuvent être les questions des relations amoureuses, sentimentales, relationnelles entre les personnes. Mais aussi, il y a une discussion qui est dans la toute dernière partie du film sur le Hamas et le terrorisme et qu'est-ce que c'est de vivre sous ce gouvernement, où il y a aussi un discours qu'on entend qui n'est pas du tout celui auquel on est habitué. Et là, vous donnez vraiment la parole et la discussion se fait vraiment de façon organique et vous avez accès à un discours et à une parole qui est à la fois rare et qui est très pertinente. Je pense qu'en effet, ce dispositif du deuxième tournage, qui était celui de le faire ensemble, qui était vraiment une expérience très joyeuse pour nous. Enfin, on garde tous un souvenir très beau de cet été 2018 où on a fait ce film ensemble, enfin ce deuxième tournage, parce que c'était très... Enfin voilà, on ne voit pas forcément beaucoup dans le film, mais un peu quand même, mais c'était très participé. Il y avait beaucoup Sarah et Johanna, mais il y avait aussi les autres qu'on voit dans le film qui... je sais pas, ça arrivait très souvent justement à propos de quelle était la journée type. Je sais pas, Mouanad, il m'appelle, il me dit « Ah, j'ai rencontré ce mec, on va le filmer. » Lui posait les questions. Voilà, il y avait souvent un truc assez... C'est presque de la co-réalisation au moment du tournage. Oui, il y avait oui. C'est-à-dire que vous êtes entre Ils se sont un peu emparés avec moi, et moi j'en avais besoin parce que moi j'étais un hôte, j'étais un voyageur, donc je l'avais voulu, et c'était trop bien que ça se passe en effet.
que eux ils s'emparent aussi de ce projet qui était vague et du coup duquel on pouvait s'emparer aussi. Genre, ok, on pourrait aller sur cette direction-là. Voilà. Il y a une dimension vraiment collective dans la création, dans le tournage, qui rappelle aussi des dimensions de cinéma politique, y compris dans les années 60-70, où il y avait cette volonté de faire participer dans le cinéma documentaire les personnes qui luttent ou qui vivent sur des territoires. Justement, un autre film que j'avais un peu en tête, parce que je l'avais découvert très peu de temps avant de partir à Gaza, c'était Chronique d'un été de Rouch et Morin. D'ailleurs, justement, c'était l'été. Moi, c'était aussi l'été. Il y avait cette dimension joyeuse qu'on perçoit, même. Oui, ça aurait pu s'appeler que Chronique de Gaza. Oui, justement, oui. Oui, il a eu 1000 titres. C'était l'amour à Gaza, les jeunes du bar Al-Baka, plein de choses. Il y a eu. Mais en tout cas, oui. C'était dans le film de Morin et Rouch, il y a une dimension collective joyeuse, malgré le côté dur de ce que souvent il raconte dans ce film. Et voilà, nous, il y a eu un peu la même chose. On savait que on faisait un film sur des conditions de vie dures, qui sont celles de la bande de Gaza. Et en même temps, il y avait l'excitation de cette expérience. Et donc, oui, je pense que le matériel du deuxième tournage, mais aussi celui du premier. Récemment, quelqu'un m'a dit on sent dans le film que justement dans quasiment tout le temps, il y a dans les moments où il y a des gens qui parlent, ils sont jamais seuls. Il y a toujours quelqu'un d'autre dans la pièce, ou bien c'est justement un des amis qui leur pose des questions. Et du coup, je pense que ça participe ça rend justice à justement la réalité de ce tournage, qui était justement une expérience assez partagée, Et ce film a une particularité, c'est que sa réception et le contexte dans lequel il est reçu peut en transformer le sens. C'est vrai pour tout film, mais d'autant plus pour celui-là. C'est un exemple historique dans tous les sens du terme, puisque vous avez achevé le montage une semaine avant un événement le 7 octobre qui a déclenché une guerre régionale d'une ampleur historique et qui a frappé la population gazaoui dans un deuxième temps avec le génocide dont ils sont victimes. Comment est-ce que vous, en tant que cinéaste, vous recevez cette réception et comment s'est passée la période à partir du moment où vous avez achevé le montage? Actuellement, je sens que le film, il a une dimension. Il est heureusement quand même encore reçu pour son côté cinématographique, mais évidemment, il y a aussi une dimension. Il y a un besoin, je pense, de ce film ou ce genre de film, des films qui nous parlent de Gaza, De représentation, tout simplement. Oui, je pense qu'il y a un besoin, vu ce qui se passe, il y a une grande curiosité. Et donc, je pense que le fait que le film se passe juste avant, ça répond vraiment à... ça se passe pas juste avant, mais il a été fini juste avant, et ça passe quand même quelques années avant le moment actuel, qui est un moment où beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à Gaza. Avant, il y avait beaucoup moins de gens qui s'y intéressaient. Maintenant, c'est mondial. Et heureusement. Malheureusement et heureusement. Il y a vraiment la double chose. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui, tout à coup, ont besoin d'en savoir plus. Et le fait que ça parle d'avant, je pense que c'est vraiment un élément de curiosité pour beaucoup de gens. Et je pense qu'aussi la forme du film, elle permet d'accéder d'une manière peut-être plus directe que si ça avait été un film justement plus militant. Donc voilà, finalement, il garde quand même la nature d'œuvres cinématographiques à laquelle j'ai essayé de travailler pour des raisons personnelles. J'avais envie de le faire comme ça. Je pense que finalement, elle répond aussi à des raisons politiques actuelles. Il y a besoin qu'on puisse partager sur Gaza aussi en dehors d'un cercle militant, parce que justement il y a une attention qui s'est élargie de manière très très grande. Et puis ce film est, comme tu as dit, il est devenu d'emblée un document historique, dans le sens que très très grande partie des choses qu'on voit dans le film n'existent plus. Tout simplement, la manière, la vie qui était à Gaza n'est plus du tout la même.
ils sont... justement, hier, j'ai vu un film qui, j'espère, va être distribué en France, qui est d'une réalisatrice française qui s'appelle Catherine Libert, et qui a fait ce film qui s'appelle À Gaza, et qui est un film fait que d'images, de rushs, qui lui ont été envoyés par des jeunes reporters de Gaza pendant toute l'année dernière. Et ça a été bouleversant pour moi de le voir, parce que il y avait tellement de lieux que justement j'ai vus, et que je revoyais soit détruits, soit pas encore détruits, mais avec des situations apocalyptiques. C'était complètement bouleversant de voir. Enfin, c'est vraiment l'enfer qui arrive dans cet endroit qui était déjà très difficile, mais qui était quand même un endroit que les gens encore pouvaient beaucoup aimer. Après, ce qui est important, c'est que les gens aiment encore beaucoup Gaza. Malgré tout, d'ailleurs, on le voit dans ce film dont je parlais, mais on le voit de manière générale aussi sur les réseaux, dès qu'on cherche un peu plus en profondeur. Il y a une envie de contrer ce qui se passe, qui était déjà là en 2018 et qui est encore là, de le contrer avec la joie, avec l'envie de vivre. C'est incroyable. Enfin, il y a énormément de témoignages d'enfants qui envoient des vidéos et qui disent « mais nous, on veut juste retourner dans nos maisons ». Et ils arrivent... pour moi, c'est au-delà de l'imaginable comment ce peuple arrive à... dans une situation qui, je pense, nous rendrait tous juste fous, quoi. Enfin, je pense qu'on commencerait à courir tous dans la rue en hurlant et peut-être on aurait tous des attaques cardiaques. Il y a une maturité et une capacité de contrer par sa propre manière d'être toute cette horreur qui est inimaginable, qui est donc mais bon, là je me suis éloigné du sujet que tu me posais, mais donc oui, ce film a changé au même temps. Moi justement, j'ai tout fait aussi pour qu'il ne change pas, parce que pour resituer un peu, vous avez fait la première partie en autoproduction, et à un moment vous avez été accompagné par un producteur. Oui, quand j'ai fini le montage, donc en septembre 2023, je l'ai envoyé à un producteur que j'avais rencontré par d'autres biais, qui l'a regardé, qu'il a vraiment pris pour tel qu'il était. Il a beaucoup aimé comme ça. On n'a rien changé, on a juste fait les phases successives, c'est-à-dire l'étalonnage et le mixage. Les post-productions de finition. Ouais. Et puis voilà, donc moi c'était un moment où j'avais vraiment, je pense que j'étais arrivé au bout de mes forces sur ce film. J'avais fait une dernière ligne droite pendant l'été 2023, je m'étais vraiment imposé en septembre, même s'il est moche, c'est fini, quoi. Tu passes à autre chose parce que c'est pas possible. Et du coup voilà, c'est cette ligne droite que j'ai envoyée au producteur. Parce que j'avais pas besoin d'argent. Enfin, oui. C'était vraiment pour le diffuser, l'accompagner. J'avais besoin d'un frère sur ce projet. J'avais déjà un frère qui était très présent, mais j'avais besoin de quelqu'un qui était vraiment un accompagnement et de quelqu'un qui arrivait avec une nouvelle force. Et c'était... c'était miraculeux parce que lui, vraiment, il est arrivé... C'est Arnaud Demer de Andolfi. Il est arrivé comme ça, encore plus que ce que je pouvais espérer dans les meilleurs moments. Il était très très enthousiaste, donc ça m'a donné une force incroyable. Rien que ça, pour moi c'était presque déjà suffisant. Et ensuite, du coup, il s'est emparé du projet pour essayer de le faire exister. Et c'est, je pense, aussi grâce à lui que le projet vraiment existe maintenant, quoi. Il m'a aidé pour la diffusion en festival et tout ça. Et pour la distribution, où il y a quand même une sortie nationale, ce qui est... Ouais. Ce qui est quand même assez rare pour un documentaire autoproduit. Oui. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé au Cinéma du Réel, qui était du coup le premier festival. Jusque-là, on ne pensait pas... moi, j'espérais, mais Arnaud, justement, comme il connaît bien le secteur, il ne pensait pas que c'était possible de tenter une sortie. Et en fait, ça marchait tellement. Il y avait tellement de gens qui voulaient le voir que... c'est là où son associé JHR, c'est une boîte de distribution à laquelle lui il est associé, ils se sont vraiment dit ça n'a aucun intérêt économique, mais il faut qu'on le sorte, quoi, parce que les gens ont envie de le voir. Donc c'est là où JHR est arrivé, avec toute une équipe autour de gens qui travaillent avec JHR et qui sont en train vraiment de faire un travail formidable, quoi, pour le faire exister. Donc je leur suis très reconnaissant, mais bon, c'est pas pour moi, ils le font pour le film, et je pense aussi pour la cause palestinienne. Et il y a un mot qu'on n'a pas utilisé au début de l'entretien, c'était le mot de curiosité.
qui a à la fois guidé votre geste et votre départ pour Gaza, et votre envie de filmer, mais maintenant c'est aussi cette curiosité qui donne envie aux gens de voir le film. Oui. Et moi j'ai assisté à la projection le 28 octobre au Grand Action, où la salle était quasiment pleine. Ouais. Et où il y avait une grande curiosité, y compris dans les questions, dans les échanges, où vous avez fait il y avait deux personnes qui étaient là, soit en visio, soit de façon physique, pour aussi échanger. Donc vous continuiez cette rencontre et cet échange, ces amitiés aussi dans la diffusion du film et dans la rencontre. Oui, bah du coup, il y avait Sarah, qui est la seule qui a pu venir en physique parce qu'elle est en Italie et elle a des papiers qui lui permettent de voyager. Les autres, soit ils sont trop loin, soit ils n'ont pas encore de papiers, donc ils peuvent pas venir. Donc c'est pour ça qu'il y avait Jumana en visio. Et oui, bah moi, mon rêve, ce serait de réussir à faire le plus possible de projections avec eux en visio ou en physique, parce que c'est plus sympa déjà, et puis ça a plus de sens par rapport à ce que le film est. Justement, c'est un film où il y a des amis aussi, donc et puis c'est extrêmement enrichissant pour le public de rencontrer eux en direct, alors que souvent on me demande des questions, on me pose des questions sur eux, donc bah, je raconte, mais c'est moins intense, quoi. Ouais. Quelle est la plus belle erreur que vous ayez faite dans ce film, au tournage ou au montage? Bah, je pense, comme je disais tout à l'heure, je pense le fait je pense le fait d'être chaotique dans tout ce qui a été fait. Je pense qu'au final, je l'ai vraiment vécu mal. Hein. Enfin, j'ai vraiment vécu comme négatif, quoi. Et en fait, je pense que c'était douloureux presque. Oui. Ouais. Et finalement, je pense que c'est la chose la plus utile, enfin, dans les erreurs, quoi. Et par contre, pas erreur, mais disons l'acte manqué, le meilleur, c'était celui, justement, je pense, de pas trouver de producteur. Parce que je l'ai cherché à un moment, hein, pendant le montage. J'ai pas trouvé, on m'a pas répondu, etc. Et je pense que c'est de pas le trouver jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis, je pense, de chercher mon film tout seul comme je voulais, jusqu'au bout. Sans contrainte et cadre de pensée. Oui, voilà, sans trop de. Parce que ça aurait, comme le film était quand même, il n'y avait pas de scénario, enfin c'était difficile pour moi d'en parler. Je pense vous que n'avez ça pas produit, parce que dans la démarche de production et d'accompagnement, on cherche toujours à convaincre une télévision, un comité. Oui, ou tout simplement aussi à encadrer, mais parce que pour le bien. Hein, ou en parler avec votre équipe, vous produisez des documents, des arguments et un cadre de pensée qui, même s'il peut apporter de nouvelles idées, c'est aussi une forme de contrainte, de justification à l'extérieur. Oui, voilà, je pense que je me suis permis d'aller dans tout ce qui me parlait le plus, moi, personnellement et profondément, chose que j'aurais moins fait si j'étais vraiment en dialogue avec un interlocuteur un peu officiel comme un producteur. Voilà. Là, vraiment, je l'ai fait comme si le film était que pour moi, et au final, ça a marché parce que ça a parlé à Arnaud, et après, voilà, ça a parlé à d'autres gens, mais... Ouais. Donc là, j'imagine que vous allez accompagner le film comme vous le faites là, pour des interviews, pendant des salles. Et quels sont vos prochains chantiers cinématographiques? Est-ce que ça aura lieu est-ce que ce sera lié à Gaza? Ça peut être un retour sur un retour y compris sur ce film. Ça pourrait être un nouveau voyage une fois que on espère les frontières seront ouvertes pour des personnes extérieures. Ça pourrait être sur autre chose. Il y a plusieurs chantiers, mais très très différents les uns des autres. Enfin, donc j'ai un court-métrage de fiction que je dois monter là parce que je l'ai tourné cet été, qui n'a rien à voir avec Gaza, qui était produit cette fois-ci. Qui pour le coup, lui, il était produit et tout, et qui se passe en Italie. Et ça parle d'adolescence. Et ensuite, j'ai un projet de long avec mon frère. De fiction ? De fiction. On a peut-être un projet de série avec mon frère, toujours de fiction. Et puis, par contre, par rapport à Gaza et au documentaire, il y a d'autres idées de documentaire. Bon, il y a beaucoup de choses, mais sûrement aussi par rapport à Gaza. Oui, mais c'est très embryonal, donc je peux pas là en parler, mais il y a des envies de continuer ce travail, quoi. Eh bien, merci à vous
Merci. Pierre-Rose Berti d'avoir participé à ce nouvel entretien négatif. Votre film Voyage à Gaza sort le 6 novembre 2024 au cinéma. Sur notre site internet, vous pourrez découvrir des informations sur le film, la bande-annonce, des extraits, l'ensemble de nos précédents entretiens. Et pour suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner sur Facebook, YouTube, Spotify. À bientôt. Merci.